Bonjour et bienvenue dans la quotidienne des numériques. Une intro un peu spéciale aujourd'hui parce qu'on n'a pas pu record le replay complètement de l'émission en direct ce matin à 11 heures. Juste pour vous rappeler, c'est le replay de l'intégrale, donc 2 heures de bonheur avec plein de sujets qui vont passer d'une prison iranienne à une prison suédoise, à un cargo norvégien, à un vélo français, en passant par une entreprise américaine, beaucoup d'entreprises américaines et chinoises et coréennes. Bref, vous allez voir du pays, c'est parti. Trêve de petites plaisanteries à base de mugs. On commence tout de suite, on perd pas trop de temps. Bonjour en tout cas, installez-vous, prenez un bon petit café comme moi. Et on commence avec des annonces de produits et avec notamment des petits bracelets connectés. Aujourd'hui, on s'intéresse à Fitbit avec le Charge 5. Alors, vous savez, Fitbit, ils ont créé un peu, j'ai envie de dire, leur propre petit segment à eux. Ils ont un peu esquivé tout ce qui était smartwatch classique, tout ce qui était grosse montre connectée de sport. Et eux, ils se sont plutôt concentrés sur des bracelets discrets, très design d'ailleurs, très élégants. Et, oups, l'image va revenir, voilà. Et qui sont très orientés notamment sur la santé en tout cas. Donc là-dessus, on a des fonctionnalités pour cette version 5, qui d'ailleurs je trouve est plutôt jolie. Vous voyez, l'écran est légèrement arrondi, un peu plus harmonieux. On a des fonctionnalités plus orientées santé en tout cas. Alors, c'est un petit tracker, comme d'habitude, vous le voyez, très très fin, très compact, plus compact qu'une montre, une smartwatch classique en tout cas. Mais déjà, première chose, je le trouve vraiment, vraiment très très classe, vraiment très classe, très harmonieux dans le design, avec une fermeture de bracelet qui est clairement inspirée de celle de l'Apple Watch, mais qui fonctionne très très bien en tout cas. Petit écran AMOLED en couleur, voilà. Un petit suivi. Oh, j'espère que l'image va rester ou ça va être. Est-ce que ça va être notre challenge technique du jour, Karl? On va, on va voir, mais je sais pas. Donc, GPS, fréquence cardiaque, capteur de SPO2 aussi, une vingtaine d'activités dédiées. Donc, c'est un peu plus qu'une smartwatch classique, c'est un peu moins qu'une montre dédiée de type, par exemple, Garmin en tout cas. Le calcul de votre activité de la journée et une autonomie. Encore une fois, c'est aussi un des points forts des trackers par rapport au smartwatch. L'autonomie, elle est de une semaine. Donc là, pareil, si on devait faire un peu une tier list des autonomies de smartwatch, vous avez tout en bas les smartwatches complètes de type Apple Watch qui ont vraiment une autonomie très très courte. Allez, un jour et demi. Au-dessus, vous avez certaines smartwatches un peu moins sophistiquées mais qui tiennent très bien. Et notamment, on a vu Huawei avec ces watches qui peuvent tenir plusieurs jours, notamment en autonomie. Au-dessus, on a ces petits trackers de santé qui peuvent attaquer quasiment la semaine. Et puis au-dessus, on a les montres, et c'est marrant parce que ça tombe bien, c'est le jour où je ne l'ai pas en plateau. On a les montres vraiment dédiées à des activités de plusieurs journées, comme notamment la Garmin Fenix 6 Solar que j'avais, qui est une montre assez grosse, mais qui peut tenir plusieurs semaines en montre en mode normal et qui peut tenir plusieurs jours, voire plusieurs centaines d'heures avec le GPS activé. Donc voilà, ça dépend de vos usages un petit peu. Si vous partez un peu au fin fond de la cambrousse ou si vous avez une montre que vous rechargez tous les soirs. Mais ce type de tracker se place un petit peu entre les deux. Bonjour Gpif, bonjour Remstob, bonjour Routel Krief. Routel Krief. Vous me régalez avec vos pseudos. Est-ce que vous avez une notification tardive de ce live? Ah bah écoutez, je sais pas, peut-être. Normalement, vous avez une notification quand on envoie directement le live. En tout cas, toujours dans cette optique santé et bien-être, en tout cas, on a un ECG, donc un électrocardiogramme, bien sûr, qui ne sera pas tout de suite actif, mais qui est très très populaire dans la plupart des montres et des trackers. Et on a aussi une activité électrodermale conçue pour livrer un aperçu du stress au quotidien. Ça, c'est quelque chose que Samsung voulait également pousser. Mesure de la température cutanée durant la nuit, alerte en cas de rythme cardiaque trop élevé, trop faible, suivi de sommeil, etc. etc. Bref, un programme très complet, c'est vraiment une Fitbit qui est très très complète, et le tout pour un petit tarif quand même de 180 €, sachant qu'en plus il y a l'app Premium qui vient avec et qui est à 9 € par mois. Donc à 180 €, vous commencez quand même à attaquer des tarifs de smartwatch très corrects, c'est-à-dire que pour ce prix-là, vous pouvez commencer à avoir peut-être bientôt des Galaxy Watch 3 ou des Apple Watch série 4 ou série 5. Donc là-dessus, toujours pareil,
Fitbit ne fait que monter en gamme et monter en fonctionnalité et s'approche un peu du marché des smartwatches en essayant de garder son ADN de tracker connecté. Mais je trouve en tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, et pareil, hein, les gens qui ont sub et qui peuvent mettre des notes, mettez-moi déjà une petite note sur le design de ce tracker. Encore une fois, c'est pas une smartwatch, c'est un tracker. Moi, je lui mettrais bien un petit 4 sur 5. Je le trouve vraiment très très beau. Alors, quid des données de santé avec Fitbit rachetées par Google, nous demande Vedex dans le chat. Je vous rappelle encore une fois que lorsque vous donnez vos données et que vous cochez partout, j'ai compris, j'accepte les règles d'utilisation, etc., etc., soyez à peu près sûr qu'une grosse partie de vos données va partir dans la nature et elle va être vendue. Ça, c'est sûr et certain. Encore une fois, Fitbit, mais quasiment toutes les marques aujourd'hui, valorisent vos données. Donc, elles les revendent ou elles les utilisent pour améliorer leurs produits, ça c'est sûr et certain. Est-ce que ça va parler de drone et d'IA aujourd'hui? Alors, pas de drone, mais d'IA. UXL qui met un petit 3 sur 5 sur le design. Ok, moi j'aurais mis un petit 4. Je trouve en tout cas je trouve très joli ce bracelet, très discret en tout cas. Bonjour Zoan Poel, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Allez, bah voilà, apparemment dans le chat c'est plutôt 3 sur 5 pour cela. Kalel Dutresse qui nous dit qu'il faudrait une loi qui interdit la revente de données. Ça pourrait être intéressant, mais encore une fois, ça veut dire que énormément d'entreprises, et Google en tête, seraient littéralement faillites. Voilà. Je vous rappelle que il y a beaucoup d'associations et d'organisations, voire de marques, qui essaient de lutter contre la revente de données, légales ou illégales. Mais aujourd'hui, c'est un business gigantesque. En tout cas, tout ce que vous faites est traqué quelque part. Et encore une fois, nous, on parle de nouvelles technologies. Mais si on revenait dans les années 80 et on parlait des NTIC pour les plus vieux et les plus vieilles d'entre vous, eh bien déjà, on savait qu'à l'époque, il y avait des scandales parce que pour la première fois, avec la carte bleue, c'était le moment où vraiment les entreprises allaient pouvoir traquer un peu vos dépenses. Et déjà à l'époque, les gens étaient là genre. Donc les gens savent quand j'ai utilisé ma carte bleue pour quel type d'achat. Oui. Alors c'était pas aussi perfectionné et poussé qu'aujourd'hui, mais en tout cas, c'était déjà le cas. Bref, c'est un débat d'un autre jour, j'ai envie de dire, mais c'est un débat qui évidemment mériterait de prendre place. On passe maintenant un petit peu à Samsung. Et Samsung vient d'annoncer, alors un peu à une occasion un peu spéciale, à l'occasion d'un vol de plusieurs de ses téléviseurs en Afrique du Sud, eh bien Samsung peut en fait briquer, c'est-à-dire désactiver à distance n'importe laquelle de ses télés. Et encore une fois, comme on vous dit, le monde entier est un smartphone. Les nouvelles voitures sont des smartphones sur roues et les téléviseurs sont des smartphones avec des très très gros écrans et des prises HDMI. Mais de la même manière que depuis quelques années, on peut désactiver ou briquer un téléphone à distance en cas de vol, eh bien c'est le cas avec les télés. Ce que plutôt j'ai envie de dire une bonne nouvelle. Après, encore une fois, quelle est la notion de contrôle total de Samsung sur nos télés? Je ne sais pas, mais bon, voilà. Au début de l'été, plusieurs téléviseurs ont été donc cambriolés dans un entrepôt à KwaZulu-Natal en Afrique du Sud. Les cambrioleurs ont cependant eu une mauvaise surprise puisque les écrans se sont révélés inutilisables. Et voilà, puisque encore une fois, ce sont des Smart TV et c'est une technologie sobrement baptisée TV Block. Donc j'ai envie de dire que ça dit bien son nom, c'est plutôt cohérent. Et donc à chaque fois qu'un vol de téléviseur est confirmé, Samsung note son numéro de série et patiente jusqu'à ce qu'il soit connecté à Internet. Et vu que maintenant c'est quasiment obligatoire de connecter vos Smart TV à Internet, eh bien en tout cas la commande passe ainsi dans la base de données où figurent les numéros listés par le constructeur. Et s'il y a une correspondance, bam, le snipe, headshot, j'ai envie de dire, et la télé volée est inutilisable. Donc, plutôt intéressant. Et encore une fois, je vous rappelle que c'est quelque chose que vous pouvez faire si un jour vous faites voler votre smartphone Android ou iOS. Aujourd'hui, ça fait des années qu'on sait. Vous pouvez, si vous avez activé les bonnes fonctions, les désactiver ou les rendre inutilisables et les bloquer à distance. Donc, la personne qui vous a volé ne peut pas les utiliser, ne peut pas accéder à vos données, etc. Donc, je trouve ça plutôt bien, puisque je vous rappelle aussi, si je ne m'abuse, il faudrait que je retrouve l'étude, que lorsque notamment Apple a mis en place cette technologie de briquage à distance de ses téléphones, eh bien notamment le taux de vol des iPhones a drastiquement baissé, alors que pendant quelques années, notamment au début des années 2010, les iPhones étaient parmi les objets les plus volés au monde. Peut-être avec les scooters T-Max, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment le bordel. Et le fait que on puisse les désactiver ou les briquer à distance, ça a découragé notamment les voleurs et les voleuses. Alors si ça peut être pareil sur les télés, même si je pense qu'il y a moins de vols de télé que de téléphones, pourquoi pas?
Paul qui dit: «Ah, j'en ai fait les frais». Eh ben, écoute Paul, si toi tu as pu, désactiver ton téléphone à distance, vous savez, c'est le moment où vous avez bien le seum parce que quelqu'un vous a quand même volé votre téléphone, mais vous pouvez nuker cette personne à distance et faire: «Chais!» voilà, avec, juste une petite fonctionnalité. J'ai envie de dire, c'est déjà ça en tout cas. Hem, Hackintosh qui me dit: «Les télés, ça se jailbreak. Ils sont pas très doués ceux-là et Samsung s'en félicite, mais les personnes qui font ça savent très bien comment le faire». Bonjour Mr. Crowther. Bah, Hackintosh, c'est possible, mais encore une fois, je suis pas sûr que toutes les personnes qui volent des téléviseurs, s'amusent ensuite à devoir, ouvrir les boîtes, sortir les téléviseurs, donc jailbreaker, débloquer les téléviseurs, débrider les téléviseurs pour les revendre. Encore une fois, c'est possible, hein, tout comme on peut, bootloader ou jailbreaker un téléphone. Mais disons que ça retire la facilité du process de cambriolage qui est tu le voles, tu le revends, quoi. Et donc voilà. Justement, puisque on parle, alors, Gros Village qui dit: «Comment on fait nous pour bloquer à distance notre téléphone volé?» Eh bien, tu sais quoi? On va peut-être te faire un article tuto, sur le site. Je demanderai à la rédac si on peut faire un petit article tuto, une petite vidéo tuto, mais tu as des fonctionnalités pour pouvoir, retrouver ou localiser ton téléphone à distance et selon, les marques et selon les OS, il y a différentes fonctionnalités et en fait, tu peux le déclarer volé, hein, tu peux le briquer littéralement, le briquer à distance. Si tu arrives à rentrer ton compte, sur un autre appareil, certifier que c'est bien toi qui possèdes ce téléphone qui a été enregistré avec ton compte Google ou ton compte Apple, que sais-je, et tu peux le désactiver à distance. En tout cas, en attendant de voir si on pourra faire un tutoriel, tu peux aller voir sur Google, il y a vraiment énormément de news là-dessus. On parlait de l'iPhone justement et on va rester sur l'iPhone et on va revenir sur un débat qu'on avait un peu lancé par hasard la semaine dernière. Et là ici, le titre c'est que l'iPhone pourrait se passer du bouton marche arrêt et n'aurait en tout cas pas de retour du Touch ID. Alors c'est une rumeur qui est remontée par les confrères de CNET et qui revient encore une fois sur la volonté d'Apple petit à petit de faire de ces objets des monolithes. C'est-à-dire un monolithe c'est un bloc. Voilà, un bloc avec absolument rien dessus. C'est-à-dire pas de connectique, pas de bouton, rien, un bloc. On atteindrait, je pense, le sommet, le maximum du fantasme de Johnny Ive de faire les appareils les plus minimalistes possibles. Alors, vous dites, attendez, pas de bouton de marche arrêt, mais comment on va y arriver? Je vous rappelle encore une fois que beaucoup de téléphones aujourd'hui n'ont plus de bouton home, alors qu'avant on avait tous et toutes le bouton home sur nos téléphones en bas des écrans, et qu'à l'époque on s'était dit mais comment on va faire si on n'a plus de bouton home? Puisque ce bouton home sert à plein de choses, le double clic, le capteur biométrique, et puis on s'est rendu compte qu'en fait on a déporté, invisibilisé en fait ces fonctionnalités, et que même aujourd'hui, si je vous montre un Mac comme ici, ça c'est pas un bouton, ça c'est une surface fixe avec un moteur haptique derrière, mais il n'y a plus de touches et de boutons dits mécaniques. Là-dessus, Apple, en fait, pourrait... Je vais revenir en arrière, hop là. Voilà, je crois que j'ai cassé la... J'ai cassé le truc. Attends, je reviens. J'ai débranché. Oh là là. Je l'ai débranché, je le rebranche. Désolé, j'ai voulu jouer avec le Mac et fallait pas jouer avec le Mac. Attention. Et donc, évidemment, il y a des téléphones qui ont déjà, il y a déjà des téléphones qui ont des faux boutons, en fait. Et Mantis 971 dans le chat, 972 par contre dans le chat, nous rappelle très justement que des téléphones comme des Pixel, mais aussi des téléphones comme, je me rappelle à l'époque certains HTC, vous pouviez presser l'appareil et il ressentait la pression, ça faisait des équivalents de boutons. Donc si demain, en fait, vos touches de marche arrêt n'est pas un bouton mécanique, mais une sorte de zone que tactiquement vous pouvez reconnaître même à l'aveugle, et quand vous appuyez dessus, en fait, il y a pas de, ça ne bouge pas, mais vous avez un ressenti de toucher comme sur des trackpads avec des moteurs haptiques. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, du coup. Est-ce que ça marche la vidéo, Karl? Ah, un jour un challenge technique, hein. En tout cas, une demande de brevet américain repérée par Apple Insider suggère que la société étudie des dispositifs de saisie à détection capacitive. Apparemment, ces dispositifs ou boutons seront des ouvertures rétroéclairées invisibles qui apparaîtront au toucher et disparaîtront lorsqu'ils ne seront pas utilisés. Donc là-dessus, pas con, imaginons qu'on ait notamment des micro-perforations laser, comme vous pouvez le voir dans pas mal de téléphones ou d'ordinateurs, qui fait que quand vous passez votre doigt dessus, vous sentez que ça râpe un peu, que vous avez une zone qui peut s'illuminer avec un petit rétroéclairage derrière, et quand vous la touchez, vous avez le bouton on et off. Mais encore une fois, je trouve que l'idée n'est pas mal, parce qu'encore une fois, on a plein de touches
qui n'existent plus et qui sont plus ou moins, on va dire, simulés. Euh, donc à voir si, encore une fois, je vous rappelle que la plupart du temps, les fabricants, notamment de smartphones, essaient de miniaturiser et que quand vous miniaturisez, tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire tout ce qui peut bouger, donc qui a un ressort, qui a du jeu, qui a une entrée d'air, une perméabilité, eh bien c'est pas pratique. Si demain tous les téléphones, vous vous en rendez pas trop compte, mais vous avez des fausses touches, mais que vous avez des téléphones qui ont encore grappillé un petit peu de place pour mettre peut-être un peu de batterie, ou grappillé encore plus d'étanchéité, potentiellement. Voilà, encore une fois, autour de nous, on a déjà ce cas, puisque je vous rappelle que vous avez des vibreurs qui vous font croire que là, notamment, vous appuyez sur le bouton, alors qu'en fait, vous n'avez aucun bouton. La même chose sur certains trackpads, mais peut-être qu'Apple voudrait aller encore plus loin là-dedans et vraiment arriver à des téléphones qui n'ont littéralement plus aucun réel bouton mécanique, mais des touches, on va dire, tactiles, avec un feedback tactile derrière. Ça me paraîtrait pas si déconnant que ça. Et puis on aurait effectivement enfin un téléphone qui est 100%, sans aucune pièce mobile externe. Voilà. Je vous rappelle que le but du jeu à la fin pour avoir les appareils les plus fiables de la Terre, c'est de n'avoir aucune pièce mobile tout court. Donc dans ces téléphones, il y a encore des vibreurs et des moteurs de vibration et de feedback tactile. Mais peut-être qu'un jour on arrivera vraiment au monolithe absolu, c'est-à-dire des objets qui n'ont absolument rien qui bouge. Et je relance sur le débat qu'on avait lancé la semaine dernière de manière un peu animée, enfin en début de semaine de manière un peu animée, sur est-ce que les téléphones bientôt n'auront littéralement plus de connectique et de connexion, puisque aujourd'hui il ne reste qu'un port USB-C, qu'un port Lightning qui servent en grande majorité à charger, avec la mise en avant de l'induction de la charge sans fil à distance et des charges aimantées de type MagSafe, MagVook et MagDart, on aura peut-être donc du coup vraiment le monolithe total. Donc je vous avais donné rendez-vous en début de semaine à dans quelques années dans le futur pour voir si ma prédiction d'avoir des téléphones sans connectique physique va en tout cas être réelle ou pas. Et à voir, maintenant je vais ajouter au menu de mes prédictions, est-ce que dans 3 ou 4 ans, nous aurons des téléphones qui n'auront ni connectique, ni bouton physique. On verra encore, on verra encore. Hop. En tout cas, c'était la petite rumeur iPhone. On reste dans les petits appareils high-tech. Après le Charge 5 de Fitbit, après l'iPhone 13, on a une petite brève, je passe très rapidement dessus. L'Oculus Quest 2, qui est extrêmement demandé, est de retour en magasin à 349 euros dans sa version 128 Go. Donc il est apparu, il est réapparu il y a quelques jours. Il est assez, comment dire, il est assez difficile à trouver, puisqu'il avait disparu des rayons, il y a quelque temps. En tout cas, de retour et je crois qu'il est encore disponible si je ne m'abuse. Cliquez sur nos liens, c'est pour l'affiliation. C'est pour nous faire gagner de l'argent, s'il vous plaît, pour nous faire vivre. Il est disponible, j'ai envie de dire, encore... ah bah, merci les adblocks. Chut, vous n'avez rien vu. Voilà. Et j'arrive pas à ouvrir la fenêtre, du coup. J'arrive pas à ouvrir la fenêtre. Voilà, et bien écoutez, allez voir cet article de Florian et allez cliquer sur nos liens pour voir si le Oculus Quest 2 est disponible à 349 euros. Voilà, magnifique. Allez, hop, on passe aux voitures, du coup maintenant, transport autonome, parce qu'on va montrer une voiture, on va montrer, enfin une toute petite voiture, on va montrer un très gros bateau, et on va montrer aussi un vélo très cher, ça va faire plaisir à certains. On commence avec l'Opel Rox E, qui est en fait une Citroën Ami cosplayée par Opel, hein, on va pas se mentir, puisque vous voyez cette fameuse Citroën Ami qui a tellement fait couler d'encre, eh bien apparemment le concept s'exporte, et cette petite voiture très low cost électrique, eh bien en tout cas va être adoptée par Opel. Je vous rappelle que c'est une voiture 100% symétrique. Il est où le cucu, elle est où la tête-tête, puisque à l'intérieur vous avez évidemment un sens, mais à l'extérieur, vous voyez même les portes sont littéralement les mêmes pièces. Vous voyez la porte gauche et la porte droite sont exactement la même pièce avec la charnière du même côté. Mais donc c'est une voiture qui est vendue, comme le dit, veut le montrer Citroën, une voiture qui est vendue littéralement comme un smartphone que vous pouvez acheter avec, enfin, avoir avec un abonnement. Elle coûte pas cher et elle est très urbaine, très compacte. Et écoutez, mon cher ami Daz l'a testé et l'a trouvé quand même pas mal.
C'est un peu plus gros qu'une Renault Twizy, c'est beaucoup plus petit qu'une voiture, mais on va dire qu'en ville, pour une voiture d'appoint, ça fait complètement le boulot. En tout cas, tranquillement, la Citroën Ami va être déclinée chez les copains d'Opel, hein, qui sont un peu alliés avec Citroën et arriver sur le marché, en tout cas allemand. C'est un clone complet, complet, complet de cette voiture. Moi, il y a des gens qui la trouvent très laide. Moi, je la trouve pas mal. Pareil, est-ce que dans le chat, il y a des gens qui peuvent me donner une petite note sur 5 sur cette voiture? Moi, je mettrais un petit 3 sur 5. Franchement, je la trouve pas... Ah, il y a Vedex dans le chat qui dit: «J'ai une amie à Lille et j'en suis très content». Ah bah écoutez, 3, 3,5, 0, 3, 2,5, 3, 2, 5, 3, 2,5. Ouais, alors on va dire que, ah, il y a des 4, il y a des petits 4 quand même. Bon, j'ai envie de dire que globalement, ça donne un petit 3 dans le chat. Moi, je trouve que pour une voiture très low cost et qui est vendue comme une voiture vraiment petite citadine de dépannage, je trouve que je la trouve vraiment pas mal du tout. Les gens qui la comparent à la Fiat Multipla, vous êtes vraiment durs. Vous êtes quand même vraiment dur. C'est pas parce qu'elle a un petit bourrelet de phare ici que tout de suite c'est une multipla, hein. Vous êtes vraiment dur. Bon, en tout cas, on va pas passer plus de temps puisque j'ai envie de vous dire, cette voiture existe déjà. Vous allez juste la retrouver maintenant sous différents badges. Ving72 qui dit le seul souci c'est l'autonomie, 70 ou 75 km annoncé par le constructeur. C'est court. Oui, c'est court, mais encore une fois, ce sont des voitures qui sont faites pour être utilisées en milieu purement urbain ou périurbain la journée. Et vraiment, vous faites votre aller-retour pour aller au taf, pour aller faire les courses. Et en fait, elles sont chargées quasiment tous les soirs. Donc ce sont des petites voitures pas chères avec des faibles autonomies. Idéalement, je pense que ce genre de véhicule attirerait et rassurerait beaucoup de monde s'il passait la barre des 100 km d'autonomie notamment. Mais encore une fois, 100 km d'autonomie, ça veut dire plus de batterie, plus de poids et un coût qui augmente en tout cas. Mais franchement, quand vous êtes en ville, est-ce que vous faites vraiment plus de 75 km par jour sans recharger votre véhicule? Je suis pas sûr. En fait, 75 km par jour, c'est largement assez pour une voiture qui est 100% conçue pour un environnement urbain. Hop là. On enchaîne avec une voiture un peu plus étonnante. Et attention, même, on va parler de deux voitures étonnantes et pas officielles qui sont chez Tesla. Et je vous montre la Tesla Off-Roader. Ce sont des spécialistes, notamment des réparateurs et des bidouilleurs américains spécialisés Tesla et un YouTuber qui se sont associés pour transformer une Tesla Model 3 en Tesla Off-Road. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que la voiture, elle est assez spectaculaire. On les voit modifier la voiture, lui donner une gueule très Mad Madesque et la retaffer. Voilà, moi j'adore personnellement le côté un peu semi-naked et les fans de l'école esthétique naked des véhicules se reconnaîtront. Mais ils ont complètement retaffé cette voiture et ils se sont amusés donc à surélever et à dénuder l'avant, à mettre des grosses roues à les surélever et à voir si elle a des capacités notamment de franchissement. Et bah, bonne nouvelle, ça marche plutôt bien. Et la voiture se comporte bien. Ce qui est intéressant en fait avec cette voiture, au-delà de la performance, on va dire, de ces bidouilleurs qui ont transformé cette Tesla, eh bien, ce qui est intéressant, c'est surtout toute la vidéo qui raconte comment ils sont arrivés à la faire. Et en fait, c'est assez spécial parce que ça raconte aussi la politique de Tesla avec les modèles, on va dire, ouais, il y a une petite roue en l'air là, avec ces modèles qui sortent de son circuit. Puisque pour faire ce modèle, en fait, ils ont acheté une Tesla Model 3 qui ne marchait plus, qui avait notamment des petits défauts esthétiques et dont la batterie ne fonctionnait plus. Et donc, ils ont acheté cette Tesla 28 000 dollars. Ils ont réparé ce qui ne marchait pas. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils se sont retrouvés en fait face à la politique de Tesla, qui est une politique extrêmement, bah, encore une fois, smartphonesque. Ça veut dire qu'en fait, Tesla est assez critiqué aux États-Unis, notamment par la communauté et par les professionnels, puisque Tesla ne permet pas d'accéder. Oh, on va revenir un petit peu dans quelques instants. Voilà, Tesla ne permet pas d'accéder à des pièces détachées et ne permet pas à des réparateurs tiers d'accéder à certaines fonctionnalités, certaines pièces comme notamment la batterie. Et donc là-dessus, eh bien, le plus compliqué pour eux, ça n'a pas été de transformer la voiture, ça a plutôt été d'essayer de négocier avec Tesla pour avoir certaines pièces pour redémarrer la voiture et accéder à une forme de marché gris. Oh là 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 là.
Désolé Karl, aujourd'hui c'est la fiesta. Mais ça n'a pas été facile. Donc intéressant donc à suivre comme petite aventure, mais aussi intéressant de voir comment Tesla essaye de maîtriser, on va dire comme certains constructeurs de smartphones, californiens dont je tairai le nom, au maximum le SAV de ces véhicules et de limiter ou de brider, on va dire, les réparateurs ou les centres, de réparation tiers et indépendants et voilà. Mais en tout cas, en attendant, vous pouvez quand même vous régaler sur, cette vidéo qui est très, très cool. Heu, hop, voilà. La Tesla Off-Roader de chez Rich Rebuilds, qui s'est associé, avec d'autres personnes pour, modder cette voiture là-dessus. Alors Alano nous dit: «Rich est surtout blacklisté dans tous les sens chez Tesla». Ah, je savais pas que, il a déjà sa petite réputation. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, c'est que globalement, lorsque vous voulez réparer votre voiture, et bah, vous devez vraiment aller chez Tesla et c'est difficile d'aller un petit peu autre part. Khalif nous dit: «Où en est la loi sur la réparabilité de, Joe Biden?» Eh bien écoutez, c'est une loi qui a été proposée et qui est passée si je ne m'abuse. Est-ce qu'elle va toucher la manière dont Tesla gère, son SAV? Je ne sais pas encore, pour le moment. Merci à Lanou pour les précisions sur, en tout cas, ce youtubeur qui apparemment, est très populaire, mais aussi qui a un gros poil à gratter, pour Tesla. On enchaîne avec un autre, mode non officiel pour Tesla, mais qui a été un peu, adoubé par Elon Musk, qu'il a trouvé très, très cool. C'est un mode camping-car pour le Cybertruck et surtout c'est un mode camping-car qui selon, Cyberlander, la marque est derrière, eh bien, enlève un des gros problèmes des modes camping-car pour les pick-up, en général, c'est que du coup il n'a aucune, comment dire? Incidence sur l'aérodynamique du véhicule une fois qu'il est replié et vous voyez après vous le dépliez de manière télescopique et en tout cas, on avait vu il y a quelques mois, l'annonce de ce concept de mini camping-car, mode camping-car pour le Cybertruck, eh bien, il a été mis en vente et il est, enfin en pré-vente en tout cas, à 50 000 $. Alors attention, ça sent un peu le vaporware, toujours pareil, hein, parce que faire des concepts en 3D et dire que vous allez pouvoir faire ceci, cela, et qu'en plus il y a une IA qui va intégrer plein de choses et que ce système complètement télescopique et mobile dans tous les sens va être rigide et fiable à terme, bon, j'attends de voir. Je vous rappelle aussi qu'encore une fois, les pick-up ne sont pas les meilleures bases de camping-car, parce que vous voyez, votre base de camping-car ne prend que la moitié du véhicule sur la longueur, là où sur un van, eh bien, on peut prendre les 3/4 du véhicule sur la longueur. Mais en tout cas, ce mode proposé par Cyberlander est en tout cas en vente à 50 000 $ et d'après son PDG, et encore une fois, je vous rappelle qu'en ce moment, les PDG dans l'industrie automobile, c'est pas les mecs les plus fiables du monde, donc à prendre avec des pincettes, ils auraient déjà vendu pour 8 millions de dollars de précommande de ce mode camping-car dépliant pour le Cybertruck, dont évidemment l'avantage numéro 1, c'est d'être très compact et de ne pas gréver l'autonomie et les performances du véhicule, puisque une fois replié, il ne prend aucune forme de vent et il ne gâche pas le coefficient aérodynamique de la voiture. Voilà. Mais vous voyez, ça commence à 40 000 $ en discount price et le prix normal, il est plutôt à 50 000 $, mais ils en ont déjà vendu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors est-ce que le Cybertruck est sorti? Non, Meroska, on en parlait en début de semaine. Le Cybertruck, la production même du Cybertruck a été repoussée à 2022. Je vous rappelle, c'est un véhicule Tesla, c'est un peu comme quand vous achetez un appartement neuf. Le promoteur va vous dire il sera livré au 4e trimestre 2020 et soyez bien sûr qu'au 4e trimestre 2020, il vous dira il sera livré au 3e trimestre 2021. Je vous l'avais pas dit? C'est un peu pareil avec Tesla, c'est un peu pareil. Mais bon, je pense que quand vous êtes client Tesla, on va dire un petit peu expérimenté, vous savez que les dates de livraison et Tesla, c'est pas encore vraiment ça. Alors Wilmo, Wheeler, ils n'ont pas vendu 8 millions de Cybertruck. Non, non, je vous dis juste que Cyberlander a vendu pour 8 millions de dollars de prévente de son mode camping-car. Attention, j'ai pas dit qu'ils avaient vendu 8 millions de modes camping-car pour le Cybertruck. Attention. Donc voilà, voilà pour le petit passage. La communauté Tesla est toujours aussi créative en tout cas. On enchaîne maintenant avec les voitures et on va parler maintenant des voitures
autonome. Quelqu'un dans le chat demandait si on allait parler d'IA aujourd'hui. Oui, oui, on va bien parler d'IA aujourd'hui à plusieurs reprises. On commence avec Waymo. Je vous rappelle que Waymo est une start-up de voitures autonomes et de taxis autonomes qui appartient à Google. Et Waymo a annoncé très récemment, du coup, qu'ils vont commencer à assurer des courses automatisées à San Francisco. Alors attention, 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 quand on parle de courses automatisées, c'est pas exactement des courses automatisées. Un, les véhicules vont suivre des trajets très spécifiques et on va dire très faciles, donc dans des quartiers résidentiels avec peu de monde. Ils vont pas essayer de traverser le centre-ville de San Francisco, le Golden Gate Bridge aux heures de pointe par exemple. Donc ça va être dans des quartiers très spécifiques. Les personnes les clients ou les clientes qui voudront utiliser les taxis autonomes Waymo doivent signer des NDA et ne pas parler de leur expérience et donner des feedbacks à Waymo, mais pas dans le public. Donc ça reste des tests, des courses de tests. Et le truc qui est encore plus drôle, et j'ai envie de dire, j'ai peut-être trouvé le meilleur job de la semaine, c'est que ces véhicules, ces taxis autonomes, ils auront un chauffeur ou une chauffeuse qui sera assis sur le siège et qui aura les mains posées sur les genoux. Et voilà. C'est peut-être, j'ai envie de dire, le meilleur job du moment. Vous êtes non conducteur de taxi autonome. Je ne sais pas comment on appelle ça. Hier, je vais vous parler des entraîneurs d'intelligence artificielle pour voiture. Je vais vous parler des personnes qui sont payées à résoudre à la chaîne des CAPTCHA. Eh bien, là, du coup, en attendant que ces taxis n'aient plus besoin de superviseurs ou de supervisatrices dedans, la loi, en tout cas, oblige Waymo à placer une personne qui attend. Donc voilà, c'est ton job. Alors non, je déconne parce que cette personne aura une autre activité importante, c'est que c'est elle qui va rentrer dans le véhicule la destination à la main au début. Voilà, elle va la confirmer lorsque vous aurez demandé votre destination à distance. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous rappelle, blague à part, ce n'est pas le futur des VTC et des chauffeurs de taxi. C'est juste que la législation est très très lente. Et dans cet article de Mathieu, en fait, on raconte aussi tous les challenges et tous les obstacles que Waymo doit passer, et des challenges bien sûr techniques et technologiques, mais aussi des challenges légaux. Et il a fallu déjà faire des courses avec des voitures à vide pendant plusieurs mois et montrer notamment aux mairies des différentes villes test que ça marche pour maintenant commencer à avoir des courses avec des clients et des humains dedans et un superviseur. Et bientôt, on aura évidemment des courses sans superviseur, etc. On est en train de passer petit à petit toutes les phases. Mais pour Waymo, il faudra encore peut-être 2 à 3 ans pour pouvoir avoir des véhicules vraiment autonomes et sans supervision sur le siège conducteur. Il rappelle aussi qu'évidemment tout ça a été retardé d'une année à cause de la Covid et de la pandémie. Mais en tout cas, ça avance. Ça avance. JLF qui dit j'ai trouvé un nouveau taf. Ah, je pense que là, c'est le taf le plus relax de l'histoire. Alors, parler aux passagers aussi, l'accueil c'est super important dans un taxi, dit Wilmo Wheeler. Bah, bientôt, il n'y aura plus vraiment d'accueil dans un taxi. Vous allez vraiment sauter dans un taxi comme vous sautez dans un wagon de train globalement. Et peut-être qu'une voix dans le haut-parleur vous dira bonjour et bienvenue, mais il n'y aura plus vraiment de contact normalement. À Sion, en Suisse, il y a des bus autonomes sans conducteur depuis des années, dit Ving 72. Tout à fait. Je peux vous dire aussi qu'à La Défense et dans le bois de Vincennes, et je crois dans certaines zones fermées, donc des zones industrielles ou dans des aéroports, il y a des véhicules déjà autonomes, mais disons qu'ils sont à très 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 basse vitesse sur des trajets qui, si je ne m'abuse, sont des trajets fixes. C'est-à-dire que vraiment, ce sont des véhicules autonomes qui font toujours le même trajet. Là, normalement, ce sont des véhicules autonomes qui doivent censés, même s'ils sont limités à certains quartiers, ils sont sur des trajets, on va dire, différents à chaque course, en tout cas. Hop là. On va maintenant parler d'un autre véhicule autonome et ce coup-ci sans conducteur, enfin sans commandant, puisque un armateur norvégien vient de présenter, eh bien écoutez, le premier cargo 100% autonome, électrique et sans équipage. Voilà. Et donc, c'est pareil, c'est un projet qui a été retardé avec notamment la Covid. Mais donc, cet armateur norvégien qui s'appelle Yara Birkeland, eh bien, va lancer surtout un bateau électrique et autonome, un cargo électrique et autonome. Attention, c'est pas les petits bateaux de chez Arc que je vous avais montré avant-hier. Là, on est vraiment sur de l'énorme, énorme cargo. Et évidemment, un peu comme pour les voitures,
il y a des grosses promesses en termes de fiabilité, en termes d'économie, en termes d'écologie. Et pour l'instant, il y a des limitations. C'est que ce bateau est un peu comme le jet aussi que je vous avais montré hier, n'est limité qu'à des cargaisons et à de la marchandise. Et l'armateur, donc Yara Birkeland, espère dans quelques années avoir le même type de bateau pour des passagers. Le problème étant que c'est pas des passagers qui changent la performance, mais selon eux, le gros problème, c'est que les ports pour les passagers, les ports touristiques sont beaucoup plus complexes à naviguer, beaucoup plus chargés que des ports de marchandises, comme le port de Test actuellement en Norvège, qui sont beaucoup plus simples à naviguer. Mais c'est important. Je vous rappelle que donc l'industrie eh bien, de la livraison et du transport de cargaison, c'est entre 2,5 et 3% d'émissions de gaz dans le monde. Je ne vous parle même pas comment dire, de la pollution des bateaux dits touristiques, donc tous les bateaux de croisière notamment. Mais en tout cas, eh ben, évidemment, on parle nous beaucoup des voitures, ça nous touche, mais il y a beaucoup d'autres types de transports qui doivent aussi faire leur révolution pour évidemment éviter leur émission de gaz dans l'atmosphère en tout cas. Intéressant, parce que des gens disent on n'aura bientôt plus besoin d'humains pour rien. Intéressant, Yara Birkeland, peut-être pour rassurer les gens, nous dit quand même, pour le chargement et déchargement du bateau, il faudra quand même la supervision d'humains là-dessus. En tout cas, bah, bientôt, on va commencer à aller voir des cargos autonomes et électriques. Et c'est peut-être un bon point, on va dire, au moins pour l'écologie. Je vous rappelle que c'est pas que ça ne pollue pas, hein. Il y a quand même une grosse empreinte carbone sur ces engins, mais elle sera peut-être moins grande que l'empreinte carbone des paquebots actuels qui sont vraiment des véritables catastrophes écologiques là-dessus. Hop là, anecdote nous dit Sir Newt dans le chat. Vous saviez combien consomme un bateau hors bord de plaisance de 10 mètres? 100 litres au 100. Soit 50% de plus qu'une Formule 1, alors que c'est un moteur de 250 chevaux. Ah ouais, je savais pas Sir Newt. Ah ouais, là c'est costaud. Je savais que l'industrie des bateaux, en termes de pollution, c'était un peu la partie immergée de l'iceberg, parce que c'est une pollution absolument catastrophique, mais on en parle moins que les voitures. Mais ah oui, un petit hors-bord, ça envoie quand même un petit peu. 100 litres au 100, c'est absolument délirant quand même. J'imagine même pas la taille des batteries du bateau, nous dit Taios. Ah oui, alors là, je pense que les batteries du bateau, ça va être quasiment j'ose même pas. Peut-être des containers entiers, des containers avec une prise électrique. Bonjour à Kranit, plaisir de te voir aussi dans ce live en tout cas. Bon, alors, on a parlé d'un véhicule électrique, on a parlé d'un taxi autonome, on a parlé d'un bateau autonome. C'est bien joli la technologie, mais à un moment, c'est important de revenir aux vraies choses de la vie, c'est-à-dire des choses qui n'ont pas de technologie, mais qui ont de l'artisanat. Et regardez-moi ce très beau vélo Vuitton en collaboration avec la maison Tamboite. Donc du cuir, du bois, de l'acier, des beaux matériaux nobles pour ce vélo qui fera évidemment craquer Ken Bogard, hein, parce que je vous rappelle que Ken Bogard, pour les gens qui ne le suivent pas, achète à peu près un vélo par mois. Eh bien, est-ce que Ken Bogard voudra acheter ce vélo qui a été repéré par Akainomi dans le chat et qui me l'a envoyé en lien? Merci à toi. Écoutez, j'ai envie de dire que voilà, c'est un vélo pour la jeunesse de France. Vous voyez, c'est la jeunesse qui va en cours le matin et qui a besoin d'un petit vélo pour aller en cours. C'est important. Voilà, il suffira juste que la jeunesse de France sorte 22 000 euros pour aller en cours. Bon, laissez-moi boire dans ma tasse. Ok, on se calme, inspirez, expirez, et je vous rappelle encore une fois, n'oubliez pas, pensez aux super riches, ce sont des gens qui ont aussi leurs problèmes dans la vie, et ils doivent acheter un vélo pour aller en cours. Bon, comprenez-les, voilà, bon. Alors, pour 22 000 euros, je vous rappelle que le cadenas n'est pas livré à ce prix-là. J'imagine que c'est un cadenas en or qui a été tordu à la main par un artisan français dans le Périgord. Mais bon, vous avez un très joli vélo, j'ai envie de dire. Je donne une durée de vie de cette selle et de cette tige de selle d'à peu près 14 minutes lorsque ce vélo sera attaché dans la rue à Paris. Voilà. Mais en tout cas, bon, après j'imagine que lorsque vous avez un vélo à 22 000 euros, vous avez de toute façon quelqu'un
qui va vous garer le vélo et qui vous le garde pendant que vous êtes en cours. Parce qu'encore une fois, n'oubliez pas, il faut comprendre comment ces personnes vivent et elles ne vivent pas comme nous. Vous avez aussi des petits détails que j'ai trouvé très sympathiques, évidemment. Regardez ce petit V de Louis Vuitton qui est là. Regardez ces petits monogrammes qui sont cachés dans la jante de la roue et dans le cadre et qui ont sûrement été collés à la main avec de la vraie peau de zèbre par une personne qui est payée correctement. Donc voilà, c'est important. J'ai envie de dire, les gens ont besoin d'être écolos et laissez les gens être écolos, chacun à leur manière. En tout cas, je vous rappelle qu'on vous avait montré la petite enceinte Bluetooth Vuitton qui ressemblait à un truc de chez Yu-Gi-Oh! À 3000 euros. Eh bien, j'ai envie de dire qu'elle est presque raisonnable comparée à ce vélo. Alors, question. Et là, on prend du recul. On enlève un peu, là, j'ai envie de dire, le détail du prix. Encore une fois, arrêtez de penser à l'argent tout le temps, vraiment. Vous êtes vraiment trop près de vos sous. Hein. Bon, on enlève le détail du prix. Combien vous mettez comme note à ces vélos d'un point de vue design? Voilà. Ces vélos-là, on va dire, en tant que vélo de ville, vous leur mettez combien sur 5? Voilà. Moi, je leur mettrais un petit 2, parce que je pense que le guidon, c'est une catastrophe ergonomique. Franchement, je trouve que le vélo est plutôt joli. C'est un cadre qu'on appelle un cadre semi-ouvert. Je trouve qu'ils sont jolis. Encore une fois, j'enlève le prix. Hein. Ils sont originaux, il y a des belles attentions. Regardez-moi ce petit monogramme dans le pédalier. Pareil, une durée de vie que je ne vous garantis pas sur 20 ans. Mais je dirais 2 ou 3. C'est juste qu'un guidon comme ça, c'est rigolo 10 minutes, mais je peux vous dire que vous allez avoir des problèmes de poignet au bout de 30 minutes. Hein. Ça, c'est à peu près sûr. Louis Vuitton, on ne fait pas des guidons plats comme ça, s'il vous plaît. S'il n'y avait pas le logo Louis Vuitton que je déteste, franchement, j'aime bien 4 sur 5. Ouais. Franchement, le vélo, on va pas se mentir, il est pitchoun. Hein. Il est pitchoun. Ah bah voilà, c'était l'enceinte consultée récemment, regardez. Ma fameuse enceinte Yu-Gi-Oh! À 2450 euros, ça va. Voilà. Vous voyez, vous pourrez l'accrocher grâce à son petit anneau ici en bout de guidon et faire, comme tout le monde, faire du vélo en musique tranquillement lorsque vous irez en cours en tout cas. Bon, allez, on passe pas trop de temps là-dessus. C'était la fin de la section transport. Je vous aurais mis à peu près tout type de transport et pour tout type d'usage, mais voilà, je vous aurais mis bien. On va maintenant un petit peu revenir sur l'actu des grosses entreprises, des entreprises dont les PDG peuvent peut-être s'acheter la moitié d'un vélo Vuitton. Je vous avais parlé notamment hier des annonces de Samsung avec un petit investissement de 205 milliards de dollars pour les prochaines années. Eh bien, on a une bonne synthèse de Patrick sur le site des numériques pour ceux et celles qui voulaient un peu savoir de quoi serait fait le futur de Samsung. C'était un peu technique et c'était en anglais. On a ici un bon article de Patrick, notre bilingue de référence chez les NUM, en français sur tous les chantiers de Samsung. Et d'ailleurs, la note depuis, elle a augmenté d'un petit 1 milliard de dollars, parce qu'on est passé de 205 à 206 milliards de dollars. Semi-conducteurs, biotechnologie, 5G, 6G, IA. Voilà dans quoi Samsung va se positionner, se renforcer dans les prochaines années, dans les 3 prochaines années, avec notamment une petite embauche de 40 000 personnes. Donc bonne chance pour les RH et les recruteurs, ça va faire pas mal d'entretiens. Mais Samsung qui se place sur quasiment tous les chantiers business et buzzwords d'avenir qui sont un peu forts. À voir. Je vous rappelle aussi, pour revenir là-dessus, que Patrick finit sur ce paragraphe qui est un paragraphe très important. La nouvelle annonce intervient presque 10 jours après la libération sur parole de son vice-président et patron Lee Jae-yong, de nouveau condamné début 2021 à 2 ans et demi de prison pour corruption et détournement de fonds. Je vous rappelle, on en avait parlé aussi, c'est que la libération, on va dire, avancée et prématurée donc, de Lee Jae-yong de prison intervenait sous fond de pression en interne dans le pays et puis à l'extérieur aussi, notamment avec le gouvernement de Joe Biden, pour faire avancer des très très gros chantiers de Samsung qui ne pouvaient pas avancer sans son patron. Donc encore une fois, je vous laisse débattre dans une bienveillance totale sur la justice à 1, 2 ou 3 vitesses. Je pense qu'il y a plus de vitesse dans la justice que dans les vélos Louis Vuitton. Voilà. Mais en tout cas, ça permettra notamment à Samsung d'installer sa fameuse usine à 17 milliards de dollars. C'est une usine à semi-conducteurs de 17 milliards de dollars aux États-Unis, dont les États-Unis ont extrêmement besoin pour, encore une fois, je vous rappelle, essayer de se libérer de leur dépendance à la Chine. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Vous pensez qu'il y a des justices à plusieurs vitesses? Non, arrêtez.
On passe maintenant du côté d'un autre géant. Ce coup-ci, c'est un géant chinois et c'est Xiaomi qui, je vous le rappelle, est en train de tout exploser. Xiaomi qui, sur certains territoires, avait littéralement, justement, on parlait de Samsung, Xiaomi avait dépassé Samsung sur certains territoires, dont l'Europe était devenue le premier vendeur de smartphones au monde. Une performance absolument délirante. Je vous rappelle qu'il est porté par le fait que Xiaomi ne fait que grossir et aussi que Tencent s'est littéralement écroulé sur tous ces territoires cette année et que c'est Xiaomi qui a été le gros bénéficiaire, on va dire, de la disparition pas de Tencent, pardon, de Huawei de l'échiquier smartphone. Eh bien, en tout cas, sur le deuxième trimestre 2021, on a un petit bénéfice net de 828 millions d'euros et un chiffre d'affaires de 11,4 millions d'euros, 11,5 millions d'euros. Donc ça peut vous paraître beaucoup, mais en même temps, c'est évidemment très faible, puisque je vous rappelle que Xiaomi fait des bénéfices nets extrêmement faibles, et ça a toujours été leur credo, c'est de vendre à des prix quasi coûtants des produits pour s'emparer de marchés extrêmement rapidement. Et puis vous voyez maintenant, Xiaomi est en train de remonter en gamme. Et on vous en avait parlé aussi, je vous en avais parlé hier, Xiaomi abandonne le nom Mi et garde le nom Redmi. Et ils auront un entrée milieu de gamme et puis un haut de gamme. Et aujourd'hui, on a des Xiaomi qui commencent à coûter 700, 800, 1000 euros. Et voilà, c'est une technique classique on arrive avec des prix très agressifs et quasiment en perdant de l'argent. Et après, on commence à venir chercher un peu du premium et des bénéfices. C'est ce que fait OnePlus aussi à son échelle. En tout cas, ça se passe très très bien pour Xiaomi là-dessus, qui est à peu près sur tous les créneaux et qui a connu, écoutez, une croissance et une ascension fulgurante en quelques années. Vraiment très impressionnant. Aliok dit: il gagne de l'argent en vendant les données surtout. Tout à fait. Je vous rappelle encore une fois que beaucoup de constructeurs d'appareils, beaucoup d'éditeurs de logiciels gagnent de l'argent avec vos données. Encore une fois, ce n'est pas un scoop, c'est juste à vous de vous renseigner sur comment les gens gagnent vraiment de l'argent. Et évidemment, le business model du hardware chez Xiaomi, c'est un business model qui ne gagne quasiment pas d'argent. Je crois que l'objectif de Xiaomi, c'était de se maintenir autour ou jamais au-dessus des 5% de bénéfices sur un produit vendu, ce qui est absolument ridicule. Normalement, on n'est pas tenable. Donc évidemment, à un moment, Xiaomi gagne bien de l'argent autre part. Même pour ça, vous voyez, le taux de bénéfice net par rapport au chiffre d'affaires, on est largement sous les 10% de bénéfices, hein. Donc c'est un taux qui est assez faible par rapport à d'autres industries, beaucoup plus rentable. Notamment, on avait vu Facebook, Microsoft ou Google, quand on voyait les résultats, on était sur des taux de bénéfices qui étaient entre 16 et 30%, je crois. Donc des trucs qui sont vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus élevés. Bref, en tout cas, voilà pour Xiaomi qui ne cesse de monter. Est-ce que Samsung sont plutôt safe selon toi niveau données? Alors, il y a plusieurs. Encore une fois, la question des données, c'est complexe, puisque il y a quelque chose qui est assez simple, qui est Apple. Alors, quand je dis simple, je ne dis pas mieux. Mais Apple, c'est simple, parce que quand vous achetez un produit Apple, vous signez un contrat. Quand vous achetez un produit, notamment Samsung ou Xiaomi, vous signez deux contrats. Enfin non, là, vous signez un contrat, puis plusieurs contrats. Je vais vous dire pourquoi. Et là, vous signez deux contrats, puis plusieurs contrats. Vous avez en termes de gestion de données, vous avez le contrat du constructeur, qui a des politiques différentes. Et donc Samsung a peut-être des politiques de données différentes de celles de Huawei ou de Xiaomi, mais vous avez aussi le contrat software, puisque là-dessus, vous n'êtes pas sur un software de Samsung, vous êtes sur le contrat de Google. Et Google a sa propre politique de revente de données, qui est en gros la totale. Voilà. Et puis après, évidemment, une fois que vous avez signé ce contrat ou ces deux contrats d'utilisation, on va dire de respect de la vie privée, vous avez de multiples contrats qui sont les applications. Et encore une fois, selon les OS et selon les environnements, les applications ont plus ou moins accès à vos données, et je vous laisse faire vos recherches là-dessus, mais entre iOS et Android, c'est pas la même chose. Mais évidemment, une application comme Facebook va siphonner un maximum de vos données, et puis d'autres applications peut-être, je ne sais pas, au hasard, et je dis ça, je ne sais pas du tout, hein, mais au hasard, un jeu solo comme Monument Valley va peut-être vous prendre très peu, voire pas du tout de données, parce que le business de Monument Valley, c'est de vous vendre des jeux et pas de vous revendre des données derrière. Donc aujourd'hui, c'est très complexe de savoir quelles données de vos vies privées vous donnez et lesquelles sont utilisées. Est-ce qu'elles sont anonymisées ou pas anonymisées?
Voilà, c'est vraiment un sujet qui est très, très complexe. Mais disons que la plupart des constructeurs chinois sont très connus pour, clairement être en mode open bar sur vos données et c'est là-dessus qu'ils font de l'argent et c'est aussi une différence de culture et encore une fois, je ne juge pas, je vous laisse juge là-dessus. C'est que dans des pays comme la Chine, de toute façon, la gestion des données et le partage de vos données avec des entreprises, avec le gouvernement, c'est une norme. Voilà, c'est une norme. Alors que, notamment dans des marchés occidentaux comme la France, c'est pas forcément la norme et c'est surtout un sujet extrêmement sensible. Donc voilà, à vous de voir, si c'est quelque chose qui est important pour vous ou pas important pour vous. À vous de voir si c'est quelque chose, sur lequel, comment vous voulez gérer votre budget. Encore une fois, est-ce que vous voulez donner un budget où vous payez un appareil plus cher, pour ne pas revendre vos données, ou vous payez un appareil moins cher, mais une partie est revendue en données? Voilà, c'est quelque chose qui est très, 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 complexe, qui a beaucoup de nuances et il n'y a pas quelque chose qui est tout blanc et quelque chose qui est tout noir. C'est vraiment à vous de choisir, c'est vraiment à vous de choisir derrière. Voilà pour le petit point vie privée, mais sachez clairement que si vous achetez un téléphone Xiaomi, vous aurez pas le téléphone le plus, vie privée du monde. Ça, c'est à peu près, sûr et certain. Mais encore une fois, vous aurez des téléphones à des tarifs assez planchers et assez imbattables. On a parlé de Samsung, on a parlé de Xiaomi, parlons maintenant d'une autre petite PME. On va parler de Microsoft avec 2 actus aujourd'hui. La première, c'est, une petite promotion en interne puisque ce cher Panos Panay, que vous voyez puisque c'est un peu la tête de gondole des présentations Microsoft, eh bien, ne fait que prendre un petit peu de l'ampleur chez Microsoft. Il est arrivé, en essayant de ressusciter un peu la division hardware qui était moribonde, grâce à son sens du show, que j'ai envie de dire, très haut niveau et aussi quelques réussites, hein, parce que, chez Microsoft, il y a des produits, comme les Surface qui sont des très, très bons produits, les Surface Book et cetera. Il y a eu d'autres trucs qui ont été des échecs, mais bon voilà. Il a pris du galon, il a commencé à s'occuper de tout le hardware chez Microsoft, puis du hardware et de Windows et désormais il a été, promu au rang de, vice-président chez Microsoft et donc il sera directement, en contact avec le PDG Satya Nadella, et c'est le retour notamment de Windows tout en haut, au sommet, des stratégies, des décisions de Microsoft. Je vous rappelle que Microsoft il y a quelques années, la grande réforme chez, Microsoft, c'était que, Satya Nadella avait dit: «On a un problème chez Microsoft, l'entreprise va mal». En gros, quand Steve Ballmer avait un peu arrêté son règne, l'entreprise n'était pas au top. C'était l'époque de la Xbox One, c'était l'époque de Windows Vista, c'est l'époque de Windows Phone. Pas pas la meilleure période. Vous voyez, c'est le truc quand vous regardez des vieilles photos de vous, c'est quand vous dites: c'était pas mon meilleur look quand j'avais 16 ans». C'était un peu ça. Eh bien, quand Satya Nadella est arrivé, il a dit: «On va pivoter l'entreprise. La priorité, ce n'est clairement plus un business model de type vendre des licences Windows à des constructeurs, ça va être de vendre du service et du cloud». Et donc, en fait, à ce moment-là, Azure est devenu le champion chez Windows, Office est devenu un service sur abonnement et plus un logiciel, et cetera, et cetera. Après plusieurs années de réformes et de changement de cap, eh bien, ça a été une réussite puisque Microsoft ne s'est jamais aussi bien porté. Microsoft n'a jamais autant gagné d'argent et a été aussi bien placé, en tout cas, sur les business actuels et les business d'avenir. Et donc, Windows était littéralement sorti du petit cercle de décision, en fait, de Satya Nadella et n'était aujourd'hui Windows n'est plus le pivot stratégique principal de Microsoft. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que Panos Panay, qui dirige Microsoft, le fait qu'il revienne dans le cercle très fermé, officialise, on va dire, on formalise le fait que Windows remonte dans les priorités de Microsoft. Et Satya Nadella l'avait lui-même dit il y a quelques semaines, il avait un peu changé d'avis là-dessus sur ce cas, et ils vont se réoccuper un petit peu de Windows en termes de priorité. Et évidemment, Windows 11 et le lancement en grande pompe de Windows 11 fait partie de ce changement de stratégie par rapport à il y a quelques années. Donc voilà. Gardez-le en tête, mais Panos Panay, qui est vraiment des superstars de Microsoft, en tout cas, lui, il ne fait que vendre, pardon, que monter là-dessus, puisque il a vendu beaucoup de hardware, il est en train de reprendre Windows en main et il est en train de grimper dans la hiérarchie chez Microsoft. Voilà. On reste chez Microsoft et très rapidement là-dessus, Microsoft a officialisé son événement Ignite. Donc je vous rappelle que c'est le gros événement de Microsoft de cette fin d'année. Tout comme on a des Google I/O ou des Apple WWDC ou des Facebook F8, eh bien l'événement, le grand raout de Microsoft s'appelle Ignite. Il aura lieu du 2 au 4 novembre de cette année et il sera encore virtuel.
puisque je vous rappelle que Microsoft a annoncé qu'il ne ferait plus aucun événement physique avant au moins la fin de l'année. Et donc, on a espéré qu'on aurait des événements physiques, mais en tout cas, le Ignite sera en virtuel à distance. Donc évidemment, on vous le couvrira de manière très complète sur les numériques, que ce soit en live ou à travers des articles. Mais voilà, c'est le grand Raoult qui est de retour chez Microsoft là-dessus. Hop là. C'est bien joli de parler de Xiaomi, c'est bien joli de parler de Samsung, c'est bien joli de parler de Microsoft, mais parlons de la vraie saga qui intéresse tout le monde, c'est évidemment OnlyFans. Attention, OnlyFans saison 3, épisode 4, sachant que les épisodes ils sortent tous les 2 jours. Eh bien, euh, revirement de situation, dans le langage start-upper, on appellerait ça un pivot. Dans le langage Fast and Furious, on appellerait ça un donut à 360. OnlyFans, finalement, annonce qu'ils vont maintenir les contenus à caractère pornographique sur leur plateforme. Alors, après un tweet extrêmement communication de crise, hein, parce que vous allez voir ici le fameux oh là là, tout est positif. Déjà, merci à tout le monde pour avoir fait écouter votre voix. Encore une fois, hein, vous connaissez les éléments de langage bullshitox de la communication de crise, c'est toujours un grand moment. Je ne sais pas ce qu'il y a en dessous là. Attends, je vais revenir en arrière parce que je ne voudrais pas qu'on soit striké tout de suite. Nous avons sécurisé les assurances nécessaires pour supporter, soutenir euh, tous nos créateurs et nos divers créateurs et la diversité de notre communauté de créateurs. Et nous avons suspendu le changement de politique qui était prévu pour début octobre. OnlyFans soutient l'inclusion et continuera à eh bien, écoutez, former et créer et soutenir une communauté et, je vais en dire, une grande maison pour tous les créateurs et les créatrices. Alors, je vous décrypte avec vous juste après, évidemment, ces éléments de langage de communication de crise qu'on connaît très très bien, parce qu'il y a absolument tous les trucs, tous les tics qui sont dans ce communiqué un peu laconique. Mais évidemment, je vous rappelle, pour vous refaire un peu la saga OnlyFans, OnlyFans, une plateforme en gros de contenu payant derrière des paywalls qui s'inspire en fait de ce qui se faisait avec les cams, en fait, tout ce qui était cam girls et cam boys, le rend un peu plus grand public. OnlyFans explose notamment avec la pandémie et la Covid, avec beaucoup de personnes qui restent chez elles toute la journée. Donc certaines se disent, je vais peut-être essayer de gagner de l'argent. Et donc explosion du nombre de personnes qui vendent leur contenu sur OnlyFans ces derniers mois, explosion du nombre de personnes qui payent pour voir ce contenu, et évidemment, énorme majorité de contenu qui est un contenu à caractère sexuel, donc qu'il soit érotique ou pornographique. Ça, évidemment, ce sont les premiers épisodes de la saga OnlyFans. Le deuxième épisode, c'est qu'il y a maintenant quelques jours, une dizaine de jours, OnlyFans annonce que d'ici début octobre, ils vont bannir tout le contenu avec notamment à caractère pornographique et du contenu dit illégal. Épisode suivant, levée de bouclier, des gens qui disent hypocrisie totale, ils ont fait des milliards et des milliards sur le dos des travailleurs et des travailleuses du sexe, et maintenant, en fait, ils les abandonnent comme ça d'un coup d'un seul. Allô, ça va être le nouveau Tumblr. Ensuite, épisode suivant, des enquêtes arrivent pour expliquer que OnlyFans voulait peut-être lever de l'argent et devient une plateforme plus respectable. Encore une fois, peut-on être une plateforme respectable si on ne respecte pas ses créateurs? Vous avez 2 heures. Épisode suivant, on apprend que ce sont peut-être aussi les banques et que beaucoup de banques et d'investisseurs ont des vues très conservatrices sur ce que doit être le sexe sur Internet, et notamment des banques comme Chase auraient fait d'énormes pressions sur leurs investissements et sur leurs clients pour qu'il n'y ait pas ou moins de sexe sur Internet. Et donc OnlyFans aurait été un peu pris à la gorge et aurait vu notamment ces plateformes de paiement eh bien, écoutez, gelées s'ils ne comment dire, suivaient pas cela. Et épisode suivant, le PDG d'OnlyFans lui-même a littéralement formalisé la chose en disant, en un mot, c'est les banques qui nous ont forcés à retirer le contenu pornographique pour qu'on puisse continuer en fait à fonctionner, et c'est pas de notre faute. Et épisode final aujourd'hui, finalement, le PDG, c'est littéralement lui-même 24 heures plus tard, c'est contredit, puisqu'après avoir dit désolé, c'est la faute des banques, eh bien OnlyFans dit au fait, en fait, non, on a trouvé un moyen de sécuriser des plateformes de paiement, et évidemment, on adore notre communauté. Bien sûr, ça a été accueilli avec un peu de soulagement, mais énormément de cynisme de la part de la communauté d'OnlyFans, qui en gros a bien compris et le sait bien. OnlyFans a refait un
180 sur leurs 180, donc c'est bien 360, puisque ils ont vu notamment une levée de bouclier, un départ massif de leurs créateurs de contenu, un boycott massif de la part de leur communauté de clients, et ils se sont dit en fait ils vont littéralement mourir, encore une fois, faire un peu une Tumblr ou autre chose, et en fait ils se sont sortis les doigts, j'ai envie de dire, est-ce que c'est un contenu pornographique, je ne sais pas, mais en tout cas, en tout cas, je vais boire un peu de café. Merci Anisakis pour ton sub. À quand OnlyFans spécial lame? Je sais pas, c'est en discussion avec les numériques. On peut pas conquérir toutes les plateformes en même temps. Euh, plus sérieusement, du coup, on a très bien compris que la lecture sibylline de ce communiqué, c'est que OnlyFans était en train de partir droit dans le mur, de perdre sa communauté, et qu'en fait, il est moins risqué pour eux de perdre leurs services de paiement et leurs investisseurs classiques et d'essayer de trouver des solutions de secours que de perdre littéralement leur communauté, puisque, encore une fois, petite leçon d'entrepreneuriat, peut-être que pour un réseau social, ta valeur, c'est ta communauté. Chut, ne leur dites rien. En tout cas, comme le dit très bien Bastien dans cet article et même dans son chapeau, bien quelque part, le mal est fait. Et effectivement, j'ai pas mal lu de retours, notamment de la communauté OnlyFans, et que je trouve assez bien synthétisé ici, dans cet article. Ne vous inquiétez pas, cette image est 100% safe for work. J'ai entendu des cheveux blancs tomber à la régie, et je l'ai bien checké plein de fois, hein. Voilà. Ce dos n'est pas un organe génital, les gens, vous n'avez pas de souci. Voilà, c'est peut-être une image de banque d'images et la personne a tapé massage shiatsu, je ne sais pas. Bon, en tout cas, cette enquête de Wired est très intéressante parce qu'elle a été interrogée beaucoup de membres un peu prominents de la communauté d'OnlyFans qui accueillent globalement avec un certain soulagement ce revirement, mais qui accueillent aussi avec beaucoup de doutes et beaucoup maintenant d'aigreur ce revirement, puisque pour eux, ils montrent bien qu'en fait, il a fallu qu'il y ait une levée de bouclier pour qu'OnlyFans les écoute enfin, et qu'en fait, OnlyFans ne les avait pas du tout respecté en fait, en changeant tout cela. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais mettre une pause parce que Bref, il est dangereux ce stream aujourd'hui, hein, il est dangereux. Euh, donc en gros, on a des retours de la communauté qui est vraiment, on va dire, très très amer et très salé, et qui comment dire, qui n'exclut pas la possibilité de vraiment bouger de manière définitive d'OnlyFans quand même, et de ne pas revenir en arrière, puisque pour eux, ce qu'ils disent, c'est qu'en fait, lorsque vous reprenez un peu attendez, je vais pas mettre le tweet parce que le tweet il est un peu dangereux pour moi. Lorsque vous reprenez ce tweet, pour eux, déjà, OnlyFans refuse même de parler des travailleurs et des travailleuses du sexe qui étaient la seule partie de la communauté qui était touchée en fait par ces changements de politique. Et pour eux, encore une fois, le fait qu'OnlyFans n'ose même pas appeler un chat, pour dire les choses franchement, eh bien pour eux, ça montre bien encore une fois qu'ils sont gênants pour OnlyFans, alors qu'ils sont littéralement les piliers du business model d'OnlyFans, et pour eux, c'est clairement pas bon. L'autre point aussi, encore une fois, de bullshit marketing, et si vous vous intéressez aux éléments de langage dans la communication, ici la communication de crise, quand on parle de suspendre, encore une fois, le terme suspendre dit bien ce qu'il veut dire. Une suspension, c'est quelque chose qui est provisoire. OnlyFans n'a absolument pas annoncé qu'ils annulaient complètement les changements de politique, ils les ont suspendus. Ça veut dire que là, la communauté elle-même est suspendue aux lèvres d'OnlyFans, et de savoir si en fait cette suspension de changement de politique du 1er octobre, est-ce qu'elle est définitive? Est-ce qu'elle pourra revenir dans X mois? Est-ce qu'elle pourra revenir différemment? Il n'y a rien de définitif et de total dans cette prise de décision d'OnlyFans. Donc derrière un petit peu le vernis de base, qui est sûrement en général toujours la première phrase qui n'est faite que de mots positifs, derrière, là-dessus, il n'y a absolument rien qui garantit que les travailleurs et les travailleuses du sexe seront respectés par OnlyFans, protégés par OnlyFans, et ce sur le long terme en tout cas. Donc retour extrêmement, on va dire, mitigé de la part de communauté. Bonjour Pifort, et j'ai envie de vous dire que ce n'est pas encore terminé pour la saga OnlyFans.
Et encore une fois, ce n'est pas terminé aussi pour la grande question. Je voyais dans le chat beaucoup de personnes qui s'interrogeaient dessus de manière un peu cynique. La grande question du puritanisme ou pas, et le fameux cocktail très américain du puritanisme et du capitalisme qui nous donne toujours des situations un peu étonnante, on va dire, d'un pays qui est peut-être l'un des plus pudiques sur la question du sexe et qui est aussi le premier producteur de contenu de plateforme à caractère sexuel en Occident. Donc voilà, à un moment, il va falloir que peut-être l'Amérique se regarde dans le miroir. Voilà. C'est un appel que j'envoie comme ça, de manière depuis Paris, tranquillement. On va quitter du coup OnlyFans, mais on reste dans les réseaux et les énormes plateformes avec une plateforme qui est encore plus grande qu'OnlyFans, évidemment, et c'est TikTok. Et TikTok qui ne fait qu'augmenter la durée de ses vidéos. Alors ça pourrait n'être qu'une sorte de changement technique, puisque la limite passe de quelques secondes à 3 minutes à 5 minutes, mais évidemment c'est un changement qui est un changement majeur et très important, puisque avec cela, TikTok vient concurrencer directement YouTube. Je vous rappelle que YouTube, aujourd'hui, le gros des vidéos de YouTube, celles qui marchent le mieux, ce sont des vidéos qui durent 10 minutes et moins. Un gros bisou à nous-mêmes qui postons des vidéos de 1h47 tous les jours sur YouTube. Mais en tout cas, YouTube, même s'il n'y a pas de limitation sur YouTube, en vrai, le gros de l'audience de YouTube, ce sont des vidéos assez courtes finalement, donc des vidéos de quelques minutes. Et TikTok, en élargissant un petit peu son scope de durée de vidéo, va venir concurrencer YouTube. Je vous rappelle que TikTok a été l'application la plus téléchargée au monde ces derniers mois, devant Facebook qui tenait un peu, qui était un peu assis sur le trône depuis des années. TikTok, c'est absolument gigantesque, c'est absolument gigantesque, et c'est une application qui est partie de quelque chose qui était très adolescent, très viral, assez créatif, mais aussi assez limité, à un vrai réseau social, une vraie plateforme majeure aujourd'hui. C'est aussi, si je ne m'abuse, la troisième plateforme de publicitaire au monde. C'est quelque chose qui est absolument dantesque. Donc je sais que pour la plupart d'entre vous, TikTok n'est pas un réseau majeur par rapport à d'autres, mais encore une fois, prenez le recul nécessaire pour comprendre le poids de TikTok en termes d'audience, en termes de poids financier. C'est un réseau qui aujourd'hui est un des plus grands au monde, devant beaucoup d'autres réseaux, que ce soit Snap, que ce soit Twitter, etc., etc. Donc, même si ça ne vous intéresse pas parce que vous n'y allez pas, pour votre culture tech, c'est important de connaître et de continuer à savoir ce que fait TikTok. C'est un peu comme si à l'époque, quand Twitter avait grandi, vous étiez dit, je m'en fous, Twitter, c'est que pour les jeunes, c'est un truc chelou. Non, Twitter s'est émancipé de certaines choses. Donc en tout cas, là-dessus, vidéo de 5 minutes, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire énormément. Ça va peut-être changer et on va peut-être arriver de plus en plus sur des contenus plus sophistiqués, plus YouTubesques. Et donc le géant chinois, en tout cas, est en train de sauter à la gorge du géant américain. Je vous rappelle encore une fois aussi que TikTok n'est pas le seul à vouloir viser YouTube, puisqu'il y a quelques semaines, je vous en avais également parlé, Instagram annonçait des changements absolument drastiques à sa plateforme, et Adam Mosseri, qui est un peu le boss d'Instagram, avait dit aujourd'hui Instagram n'est plus un réseau de partage de photos. On est un réseau de buzz, on a un réseau de shopping, on a un réseau d'entertainment, et en fait nos rivaux numéro un, c'est TikTok et c'est YouTube. Quand Instagram est né, ses rivaux c'était un peu 500 pixels et Flickr, et aujourd'hui pour le nouveau boss, enfin le boss actuel d'Instagram, eh bien la vidéo, l'entertainment, etc. sont là où Instagram va aller. Donc de la même manière, pour Facebook en fait, Instagram va devenir le Facebook, le YouTube de Facebook. Je ne sais pas si j'ai bien tout dit, c'est compliqué. Mais voilà, la gemme de Facebook, c'est très certainement WhatsApp et Instagram. Et en tout cas, Instagram va quitter un petit peu, et va s'émanciper de son ADN de base qui était des partages de photos amateurs et un peu de regardez mon burger, ce que j'ai mangé à midi, à de plus en plus, vous l'avez vu avec les vidéos, les IGTV et les stories, on pousse vers plus de contenu et le stream aussi sur Instagram. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est une mauvaise idée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, que ce soit Instagram ou que ce soit TikTok, on a deux réseaux sociaux gigantesques et avec, on va dire, un scope assez spécifique qui sont en train de s'élargir pour venir attaquer le géant des géants qui est YouTube. Lui-même, YouTube, qui n'est pas vraiment un réseau social, mais on va dire une plateforme de contenu social, mais qui lui-même vient attaquer les plateformes de réseaux sociaux, puisque je vous rappelle que YouTube maintenant a des stories, YouTube a des shorts, donc des équivalents TikTok. Bref, vous connaissez le truc, tout le monde se copie, tout le monde s'attaque et tout le monde va venir essayer de bouffer l'autre. Mais voilà, donc
j'ai envie de dire des annonces qui vous disent, ça me touche pas vraiment, notamment TikTok qui élargit ses minutes. En fait, derrière, il y a une bataille qui est assez gigantesque qui est en train de se jouer, et c'est peut-être la bataille des médias de demain. Hop, on passe assez rapidement à l'IA avec un article assez intéressant. Alors, il est un peu velu. Je ne suis pas un spécialiste de l'IA, mais je vous rappelle qu'il y a une grande bataille en ce moment, un grand débat sur les algorithmes et les IA ne sont évidemment pas neutres et possèdent et portent souvent en elles et en eux les biais de leurs concepteurs ou les biais de leur environnement. Et on a eu un truc assez intéressant avec des chercheurs qui se sont demandé comment on pourrait faire pour que des IA désapprennent, puisqu'aujourd'hui, c'est pas vraiment possible. Des IA ne peuvent qu'apprendre, ne peuvent qu'encaisser toujours plus de données, ne peuvent ensuite que se perfectionner par rapport à l'environnement, elles peuvent évoluer, mais elles ne peuvent pas désapprendre. Que se passe-t-il si on veut faire désapprendre à une IA quelque chose, une erreur ou un biais vraiment important? C'est, comme dirait Florilège, très intéressant comme sujet et c'est une des lectures du jour que je vous conseille, même si elle est en anglais, elle n'est pas très longue, elle est un peu technique, mais elle est assez courte, donc vraiment je vous conseille de faire l'effort sur Wired là-dessus. Et en fait, ces chercheurs ont essayé et essaient d'attirer l'attention sur le fait qu'on peut aujourd'hui peut-être concevoir des IA qui pourraient désapprendre en cas d'erreur. De la même manière que votre programme est buggé, ou que votre jeu ou votre film, un truc qui chie, vous pouvez un petit peu les patcher. On ne peut pas vraiment patcher une IA aujourd'hui. Je vous rappelle que un certain niveau d'IA, en fait, elles ont des manières de réfléchir et d'évoluer qui dépassent l'entendement humain, puisque c'est plus vraiment humain. Et ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, là-dessus, assez intéressant. Je vous dis juste, dans tout l'article, un point que j'ai trouvé très cool, c'est la manière de concevoir des IA de manière euh, silotée, on va dire, là-dessus. Même si on est au tout début de on va dire, de ce champ de recherche et de ce champ de développement et même de ce business là-dessus. On pourrait en tout cas, attendez, hop, 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 hop. C'est compliqué, voilà, mais voilà. Hop, une approche prometteuse serait en fait de siloter les sets de data que vous allez envoyer pour nourrir une machine, pour pouvoir ensuite plus facilement intervenir sur un aspect ou un segment ou une facette de l'IA qui a été notamment nourrie au machine learning, qui vous permettra d'intervenir plus facilement sur un truc qui n'influencerait pas tout le reste. C'est assez intéressant, mais aujourd'hui, ce n'est pas la manière dont sont conçus les IA. Mais je trouve ça intéressant parce que peut-être que demain, eh bien, encore une fois, je vous rappelle qu'on est sur les premières générations d'entraînement de machine learning et les premières générations d'intelligence artificielle. Ils ne sont pas forcément les mêmes champs, je vous rappelle, mais qui sont des champs très voisins. Mais demain, il y aurait peut-être d'autres manières d'avoir des IA qui seront plus flexibles et qui, un peu comme nous, pourront littéralement se déconstruire sur certains points. Voilà, un peu comme si on vous avait dit, bah écoute, les blagues de Michel Leb, c'était drôle, et 30 ans plus tard, on dit, bon, remets-les dans le contexte, bah, peut-être qu'une IA pourra un jour peut-être remettre les choses dans le contexte et ne pas tout accumuler de manière, on va dire, linéaire et itérative et accumulative, un peu bête comme aujourd'hui. Voilà, en tout cas, c'est un article que vous retrouverez évidemment dans la description de notre replay YouTube. Merci d'avance à Diana. Et si vous voulez le lire tout de suite, vous googlez vous googlez l'article de Wired. Now that machine can learn, can they unlearn? Vraiment, vraiment très intéressant. Des bisous évidemment à tous les Michel du chat, qui, tout comme les Robert du chat, on vous embrasse très fort. Et voilà, peut-être qu'un jour on aura un protocole, ça s'appelle le protocole Michel, hein, puisqu'il y a bien un protocole qui s'appelle Robert. Comme quoi. On va maintenant parler d'une autre technologie qui fait beaucoup débat. C'est ce qu'on appelle les robocalls. Alors, qu'est-ce que c'est que les robocalls? Eh bien, ce sont des sortes on va le dire, des sortes d'appels automatisés. Et surtout, on va appeler ça du spam et du scam, mais par téléphone. Et deux élus américains républicains viennent de se prendre une amende de la FCC. Je vous rappelle, la FCC, c'est l'autorité des télécoms en gros américaine, de 5,1 millions de dollars. Pourquoi? Pour avoir lancé une campagne de robocalls pour faire ce qu'on appelle du voter suppression. Donc en fait, pour décourager des personnes à aller voter. Alors,
contexte, je vais juste vous dire le bord politique de ces personnes et pour qui ils travaillent, ce qu'ils font, et on ne va pas juger. Je laisserai les gens de gauche et de droite discuter de manière extrêmement civile dans le chat, puisque évidemment on a un chat qui est tellement plus civil que les autres. Mais en gros, ce sont deux Américains républicains qui sont des soutiens historiques de Trump et qui sont à peu près placés dans toutes les sphères complotistes américaines. Donc ça vous donne à peu près le contexte de ces personnes. Et ces personnes, notamment en 2020, dans les mois qui ont précédé un peu les élections présidentielles, eh bien, ils ont lancé des campagnes de robocall pour envoyer des faux messages à des votants pour leur expliquer que, attention, justement, si vous votez par mail, eh bien, attention, ça peut paraître pratique, mais en fait, le vote par mail fait qu'on pourrait vous voler vos données, revendre vos données, ça peut être dangereux, etc., etc. Vous voyez tout le message. Évidemment, c'est faux, mais je vous rappelle qu'il y avait eu une très très grande lutte, c'était peut-être un des sujets principaux de l'élection présidentielle américaine l'année dernière, sur le vote à distance, où c'est un vote qui existe depuis longtemps aux États-Unis, mais c'est devenu un vote qui est devenu très important, puisqu'avec le confinement et les couvre-feux, le vote à distance a pris une ampleur gigantesque. Et Donald Trump était très largement opposé au vote à distance et a longtemps essayé de prouver, il n'a pas réussi en tout cas aux yeux de la justice américaine, de prouver que le vote à distance allait être sujet à énormément de fraude de masse et que le camp adverse évidemment en profiterait pour voler cette élection. Vous connaissez évidemment tout le débat là-dessus. Donc ce vote à distance, donc le vote par courrier, merci Angie Villiers pour me rappeler de la traduction, eh bien c'est quelque chose qui était nouveau pour beaucoup de personnes. Et évidemment, ces robocalls ont visé au hasard des quartiers et des communautés noires aux États-Unis en leur expliquant que, attention, ils allaient être traqués par des autorités, peut-être menacés par des autorités, et des dossiers sur eux allaient être récupérés par l'État, etc., etc. Donc là, on a un extrait du message qui essayait donc un petit peu de faire peur aux potentielles personnes qui allaient voter. Et on a ensuite appris, et l'enquête a prouvé, que évidemment, Berkman et Wall, donc ces deux politiques américains, avaient visé très spécifiquement des quartiers noirs pour essayer de faire du voteur suppression, donc du découragement de vote dans des quartiers noirs qui votaient en très grande majorité, donc pour Joe Biden, pour un démocrate et pas pour un républicain. Donc les robocalls, c'est une des grandes discussions de ces derniers mois et c'est une des grandes leçons notamment de l'élection américaine, puisqu'on utilise des techniques de scan et de spam euh, pour, euh, pour influencer des élections. Et c'est la première fois que la FCC notamment inflige une amende aussi forte pour des personnes qui se rendent coupables de robocalls. Même si l'amende, en tout cas pour terminer là-dessus, semble un peu spectaculaire, eh bien, beaucoup de spécialistes juridiques pensent que c'est quelque chose qui ne va pas trop décourager ces personnes, puisqu'il y a beaucoup d'arsenal aussi légaux qui leur permettront de ne jamais vraiment payer ces 5,1 millions de dollars d'amende infligée par la FCC. Donc, pour le symbole et pour l'image, c'est quelque chose de fort, mais en vérité, eh bien, ces deux politiciens coupables ne paieront jamais 5 millions de dollars. Et il va falloir, encore une fois, travailler dessus sur l'éducation des citoyens et des citoyennes, sur les faux messages qu'ils peuvent recevoir par téléphone. C'est très, très compliqué. Donc, voilà là-dessus. Je vous rappelle qu'on est dans un climat, je ne vais pas m'étendre dessus parce que là, ce n'est pas de la politique, là, je vous parlais que de l'aspect technologique, mais on était aussi dans un climat où il y avait d'autres techniques de découragement de vote qui ont eu lieu aux États-Unis. C'est pendant les dernières semaines, notamment aux États-Unis, et je vous laisse aller googler ça. C'est encore une fois passionnant parce que c'est vraiment très triste, mais c'est vraiment passionnant à suivre. Voilà pour les robocalls. On reste un peu aux États-Unis, du coup, avec Joe Biden, qui finalement a été élu. Et Joe Biden qui a demandé à diverses grandes entreprises, dont des GAFAM, une réunion majeure pour renforcer un petit peu la cybersécurité et lutter évidemment contre les rançongiciels. Donc la réunion a eu lieu très récemment et là-dessus, Microsoft et Google ont annoncé qu'ils vont investir à eux deux 30 milliards de dollars dans les 5 prochaines années dans des efforts de cybersécurité là-dessus. Apple aussi, pardon, participe un petit peu. Ah non, Apple ne participe pas justement là-dessus. Apple n'a pas été notamment, si je ne m'abuse, invité à cette réunion, mais donc on vous rappelle que pour le gouvernement américain, les rançongiciels ont été placés au même niveau de priorité que notamment le
terrorisme. Donc voilà là-dessus. Justement, on parlait d'Apple qui n'était pas invité à cette réunion, je ne sais pas pourquoi, mais Apple qui est encore une fois dans le feu des experts de la sécurité, puisque nous avons un nouveau hack de iMessage qui peut infecter de manière quasi invisible et transparente des iPhones, les fameuses attaques zéro clic. Donc je vous rappelle qu'une attaque zéro clic fait que si vous êtes infecté, vous n'avez même pas à cliquer sur un lien ou à ouvrir un message pour être infecté. C'est très puissant et on en a énormément parlé cet été. C'était la saga de l'été. C'était le fameux logiciel de NSO, Pegasus, qui avait été utilisé par divers gouvernements pour espionner des opposants politiques, mais aussi des journalistes. Et on avait notamment en France des politiques français et des journalistes qui étaient sur la liste de surveillance de certains gouvernements, voire qui avaient été piratés par ce logiciel zéro clic. Eh bien, en fait, il y en a d'autres qui ont été découverts la semaine dernière, puisque si je ne m'abuse, quels sont les noms de ces deux autres logiciels? Comme ça, vous pourrez peut-être regarder. Megalodon et Forced Entry, eh bien, qui permettent également, via iMessage, de s'introduire dans le téléphone de quelqu'un de manière quasiment totale, puisqu'ensuite on peut voir tout le contenu du téléphone de la personne. C'est vraiment surpuissant. Alors, il n'y a pas qu'iMessage qui peut être forcé. WhatsApp serait également sur la liste des possibles failles de sécurité. Mais en tout cas, pour l'instant, et en l'état des choses, dans la dernière version d'iOS, eh bien, pour l'instant, iMessage est toujours vulnérable à cela. Apple a promis voilà, qu'ils allaient évidemment largement augmenter la sécurité, la robustesse de la sécurité, notamment d'iMessage pour iOS 15. Mais je vous rappelle qu'iOS 15, dans le meilleur des cas, n'arrivera que durant le mois de septembre, voire du mois d'octobre. Donc iOS, qui généralement est réputé comme un OS très très bien sécurisé par rapport à d'autres, encore une fois, aucun OS grand public n'est 100% imperméable à des attaques ou à des failles, c'est quand même quelque chose qui est là-dessus pas top, hein, puisque je vous rappelle aussi que les experts de la sécurité critiquent énormément Apple, puisque la faille viendrait de diverses messageries, dont WhatsApp et iMessage. Mais le truc, c'est que si vous vous sentez menacé, vous pouvez désinstaller WhatsApp, bien sûr, mais en tout cas, vous ne pouvez pas désinstaller 100% iMessage de votre téléphone. C'est un des logiciels par défaut d'Apple et c'est un des logiciels que vous ne pouvez pas désinstaller. Et donc là-dessus, pareil, Apple est sous le feu des critiques des experts de la sécurité qui demandent à Apple de rendre iMessage totalement désactivable, voire désinstallable, au moins le temps qu'on ait un patch ou quelque chose comme ça. Donc attention et renseignez-vous là-dessus sur ces nouveaux logiciels d'attaque zéro clic que sont Megalodon et Forced Entry. Et encore une fois, ça touche Apple, mais évidemment, vous pouvez aussi être sur des téléphones Android et également vous faire attaquer par ces attaques zéro clic. C'est juste que ça fait plus de bruit en ce moment sur Apple, puisque iMessage est un logiciel qui est vulnérable, est un logiciel qui ne peut pas être désactivé ou surtout désinstaller. Parce qu'encore une fois, comme le dit très bien K-Blaster dans le chat, désactiver n'est pas désinstaller. Tout à fait. On enchaîne un peu avec la sécurité, avec cette image un peu dingo. Attendez, un petit peu, oups, 2 secondes. Je vais vous parler de, comme promis, de 2 prisons. Et pourquoi je vous parle de 2 prisons? Je vais vous parler déjà d'une prison iranienne et ensuite d'une prison suédoise pour 2 raisons différentes. Et regardez ces images absolument dingues d'une prison iranienne qui a été piratée. Et regardez comme dans une série télé, hein, c'est vraiment Prison Break mais en Iran. Regardez le responsable de la sécurité qui va voir petit à petit tous ces écrans se désactiver et être pris d'assaut. Vous allez voir, ils vont s'éteindre et on dirait vraiment un film. Alors, que se passe-t-il? Pendant ce temps-là, je vous rappelle qu'un homme s'est fait tatouer le plan de la prison dans le dos et est en train de draguer une infirmière pour pouvoir s'en sortir. Désolé si je vous ai un peu spoilé Prison Break. Et quitte à vous spoiler Prison Break jusqu'au bout, regardez que la saison 1. Mais en tout cas, c'est absolument incroyable. Regardez le mec, il est là, genre, mais qu'est-ce qui se passe? Et voilà, ils sont là en train de prendre des photos, hein, sûrement pour des preuves, peut-être pour faire des likes sur Instagram, je ne sais pas. Mais en direct, on voit les responsables de la sécurité d'une prison iranienne perdre le contrôle, littéralement, de leur prison. Alors, cela vient d'un tweet de Mathieu Garin, en fait, et qui revient dans un contexte plus général que je ne vais pas vous détailler parce que c'est moins le sujet de cette quotidienne tech. Je vais juste vous montrer ce côté-là. Mais il y a eu des leaks qui ont été balancés dans la nature, sur notamment des vidéos sur ce qui se passe dans cette prison, donc les Evin Leaks. Evin est une prison iranienne apparemment
extrêmement dur et surtout avec des pratiques illégales de maltraitance. Et ces derniers jours, eh bien, écoutez, dans le public, dans des réseaux sociaux, beaucoup de vidéos de cette prison ont été diffusées pour dénoncer le vrai fonctionnement de cette prison. Et parmi tous les extraits, eh bien, écoutez, vous voyez cette prison qui a été hackée. C'est de ces images notamment qu'on a pu récupérer un peu des images internes et intérieures de ce qui se passait là-dedans. Voilà. QB17 qui dit: j'espère qu'ils ont ouvert les portes des cellules pour le côté dramatique de la scène. J'avoue que ça aurait été absolument la totale. Mais bon, une image un peu dingue. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une image qui est sortie tout droit d'une série télé. Et si je ne m'abuse, comment s'appelle dans le chat ce très bon film de Steven Soderbergh qui est un peu passé sous le radar, avec une séquence dans la prison qui est assez drôle, avec Channing Tatum et notamment un hold-up dans un stade. Je ne veux pas vous spoiler le reste, c'est un très bon film, mais dans le chat, vous allez me donner le nom dans quelques instants, parce que je sais que vous êtes les plus forts. Un film de cambriolage avec Channing Tatum. Logan Lucky, merci Carlos Audrin. Logan Lucky, allez le voir. Un petit film qui est vraiment passé sous les radars, mais un bon petit film assez quali de cambriolage, et avec notamment une séquence dans une prison qui était plutôt drôle. Cachou qui dit c'est avec Adam Driver aussi, oui tout à fait. Et dedans, je peux vous dire que les acteurs, dont Adam Driver et Channing Tatum, s'en donnent à cœur joie. Bref, je vous en dis pas plus. Vraiment très cool. On passe à une deuxième prison, une prison suédoise absolument incroyable. Vous savez que dans les crypto-monnaies, lorsque vous voulez, eh bien, écoutez, des fois, investir dans des crypto-monnaies, il y a le fameux cri qui s'appelle HODL, qui est une erreur quand vous voulez taper hold. Vous achetez une crypto, vous la gardez au chaud, vous restez fort si elle monte ou qu'elle baisse, vous la gardez longtemps pour qu'elle prenne de la valeur ensuite. Et donc, si vous avez un mental en acier et des mains en diamant, vous hodlez tout simplement vos crypto-monnaies en espérant que vos bitcoins, vos Ethereum et autres vont grimper. Qu'est-ce qui se passe si un jour vous allez en tôle, mais que c'est la prison qui hodl pour vous? C'est assez fou. Sauf que c'est ce qui s'est passé en Suède avec l'erreur d'une prison. Alors attention, c'est un peu technique. Je la fais un peu rapidement, mais c'est quelque chose qui a été révélé par Motherboard. C'est une prison qui, il y a 3 ans, a arrêté des dealers de drogue qui vendaient de la drogue en ligne. Bref. Ces 3 hommes avaient également 36 bitcoins sur eux, et ces 36 bitcoins ont été écoutez, saisis par la justice suédoise. Sauf que, erreur de la justice suédoise, ces 36 bitcoins coûtaient à l'époque 150 000 euros, l'équivalent de 150 000 euros. Et si je ne m'abuse, et si j'ai bien lu l'article, la justice suédoise ensuite a mis aux enchères ces bitcoins, les a revendus, et les a revendus pour 1,5 million d'euros. Sauf qu'aujourd'hui, ces hommes ont purgé leur peine, sont ressortis, et leurs bitcoins qui ont été saisis, ils doivent être rendus par la prison. Sauf que du coup, la prison, elle a mis aux enchères pour l'équivalent de 3 bitcoins en fait. Sur les 36 bitcoins qu'elle avait saisis, elle doit rendre 33 bitcoins. Et donc du coup, elle doit des millions et des millions, elle doit 1,5 million de dollars à ces dealers de drogue, puisque l'erreur, c'est de ne pas avoir revendu les bitcoins en bitcoin et de ne pas avoir condamné les hommes en bitcoin, mais de tout avoir fait en kroner. Le kroner, c'est la monnaie suédoise en tout cas. Et donc aujourd'hui, eh bien, la justice suédoise doit remettre à ces dealers de drogue, à ces criminels qui ont purgé leur peine, eh bien, l'équivalent de 33 bitcoins et non pas l'équivalent de 150 000 dollars. Voilà. Et donc l'erreur de la justice a été de convertir de l'un à l'autre au lieu de garder tel quel. Et du coup, eh bien, les mecs, ils ont été en tôle 3 ans et ils ressortent. Ils ressortent et en fait, on doit leur rendre l'équivalent de 33 bitcoins. Et 33 bitcoins aujourd'hui, au taux actuel, eh bien, je savais, le bitcoin monte en ce moment et descend, on va dire qu'il est entre 40 et 50 000 dollars. Eh bien, c'est un peu comme si la justice avait hodl les bitcoins pour ces gars-là. Ce que je trouve assez savoureux là-dessus. Merci Anisakis pour avoir mis le lien dans le chat. Évidemment, on vous le mettra sur le replay. Petit chais pour la justice suédoise quand même. Et petite, on va dire, bonne surprise pour les dealers de drogue qui eux-mêmes n'étaient pas forcément au courant, puisqu'encore une fois, je vous le rappelle, si la justice avait bien géré son processus, eh bien, elle n'aurait pas à rendre 1,5 million de dollars à ces dealers de drogue. Voilà.
Assez incroyable. Allez lire pour plus de détails cet article sur Vice. Je vous le mets en description YouTube. Enfin, Diana vous le met en description YouTube ce soir. Mais sinon, l'article s'appelle Drug Dealers Become Millionaires in Prison After Governments Hodls Seize Bitcoins for Them. Voilà. Hop, on va rester un peu dans les cryptos et on va parler aujourd'hui de NFT avec la plateforme DeviantArt. Donc pour les gens qui ne connaissent pas DeviantArt, c'est une plateforme. Merci Lynn pour ton gentil mot. DeviantArt est une grosse plateforme d'artistes visuels. Donc des fan art, des photos, des vidéos. C'était une plateforme qui était très connue, qui l'est un petit peu moins maintenant. Elle a été concurrencée par d'autres plateformes comme Behance ou comme ArtStation. Mais bon, DeviantArt reste une grosse communauté. Et qui dit communauté d'artistes digitaux en 2021, dit aussi communauté de cibles pour les braconneurs de NFT. Je vous rappelle que les gens qui volent des JPEG pour les mettre à leur nom, ça existe depuis la nuit des temps, puisque c'est une grande discussion de comment protéger votre art avec des watermarks ou pas, de gens qui s'approprient ça, les revendent en impression, etc. Sauf que, évidemment, le game a pris une autre dimension depuis l'arrivée des NFT. Et si aujourd'hui on peut acheter le clip art d'un rocher plus d'1 million de dollars, puisque c'est ce qui est arrivé il y a quelques jours, eh bien, pourquoi pas acheter des jolis dessins. Et donc, beaucoup d'artistes sur Twitter, mais donc aussi sur DeviantArt, se font littéralement piller leur art par des braconniers qui volent ça, mettent ça sur des galeries et les revendent quelques poussières d'Ethereum. Donc, encore une fois, je vous rappelle, le problème, c'est pas la crypto-monnaie, le problème, c'est pas le JPEG, le problème, encore une fois, ça reste des escrocs. Voilà. Mais, vu que les NFT, c'est un gros Far West, compliqué pour l'instant de gérer ça. Je vous rappelle aussi, et de manière générale pour votre culture, si un jour vous décidez d'acheter un NFT, parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent des NFT, je vous rappelle que ça fait plus de 2 milliards de dollars de transactions cette année, si un jour vous l'achetez un NFT, assurez-vous de vérifier 8 fois où vous l'achetez, de quel artiste vous l'achetez, et de faire du Google Images à gogo avant de lâcher beaucoup d'argent dans un NFT, évidemment. Donc il y a des plateformes qui sont très safe, puisqu'elles éditent leurs propres NFT. Donc, par exemple, Super Rare font leurs propres NFT, la NBA fait ses propres NFT. Mais sur des galeries comme sur des galeries comme Rarible ou Nifty Gateways, etc., vous pouvez tomber sur des personnes qui ont littéralement volé des tweets, des images, etc., et qui les vendent. Et c'est notamment arrivé de manière assez triste, là je vais vous la montrer, pour cet artiste qui s'appelait Kini, et Kini était un artiste très connu sur DeviantArt qui malheureusement est décédé il y a quelque temps. Et donc, ça a posé la vraie question, c'est-à-dire que comme cette personne était décédée, évidemment, on peut les appeler connards, sont venus piller les galeries de Kini pour récupérer ses artworks, les revendre sur des galeries de NFT, etc. Et sauf que l'artiste n'était plus là pour essayer de contrer ça et de dire attention, on est en train de me voler mon art parce que cette personne était décédée. Donc là, on est vraiment à un summum de la fils de terie et du capitalisme, puisque on se retrouve avec des galeries DeviantArt inactives, voire mortes, ou décédées parce que les artistes ont disparu, et des personnes qui commencent à traquer ces galeries pour aller récupérer des NFT que personne ne va pouvoir venir réclamer plus tard. Donc là, on est vraiment à un niveau vraiment dégueulasse. Donc en tout cas, c'était déjà la crise chez DeviantArt parce que beaucoup d'artistes étaient en train d'hurler, comme sur d'autres plateformes, sur le vol de leurs images. Mais sur le cas donc de Kini, ça a vraiment fait réagir très fortement. Et en tout cas, quelques semaines plus tard, DeviantArt a annoncé qu'il mettait en place un système de scan via une IA pour essayer de retrouver en tout cas des images qui sont publiées sur DeviantArt et qui se retrouvent sur les grosses galeries de vente de NFT. Et en tout cas d'alerter en tout cas les créateurs et les créatrices que peut-être leur art est vendu quelque part, et donc en tout cas essayer de scanner tout ça. Donc c'est une bonne nouvelle et une bonne décision de la part de DeviantArt d'essayer de protéger ces artistes. Mais encore une fois, je vous le dirai jamais assez, le meilleur moyen de contrer ces voleurs, ces braconniers d'art, c'est de vérifier vraiment souvent quand vous achetez des NFT, de ne pas acheter aveuglément des NFT. Je sais qu'en ce moment, il y a une hystérie pour acheter des NFT et peut-être faire un x10, x20, x100, x1000 pour certains NFT. Mais en tout cas, faites très attention, réfléchissez à 2 fois lorsque vous achetez des NFT non natifs, donc des NFT qui sont hors de plateforme. Si vous allez sur des jeux comme Axie Infinity, si vous allez sur des plateformes comme NBA Top Shots, etc., vous n'avez des NFT qui ne se sont créés, édités que par l'entreprise derrière, et vous avez une certification 100%. Si vous allez sur des galeries ouvertes,
attention, vérifiez à plusieurs fois avant d'acheter encore une fois un NFT. Vraiment, là-dessus, faites très, 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 très attention en général. En attendant, big up à DeviantArt et bonne chance à eux pour essayer de contrer, eh bien écoutez, j'ai envie de dire, ces enflures, ces enflures. On va rester maintenant dans les grosses startups qui font des bonnes choses. Après DeviantArt, je vous parle de Airbnb. Et Airbnb qui a mis en place via airbnb.org un programme pour reloger momentanément des réfugiés afghans. Donc je vous rappelle que airbnb.org est un petit peu la branche humanitaire et grande cause de airbnb.com et qu'ils sont en train de travailler pour fournir à peu près 20 000 places et des logements pour les réfugiés afghans en situation de crise. Donc très bon move de la part d'Airbnb. Je vous rappelle aussi, si c'est quelque chose qui vous touche, qu'il y a des associations un peu partout dans le monde et en France qui vous permettent d'aider des personnes qui fuient la guerre et des réfugiés des opposants politiques à trouver donc refuge momentanément, en tout cas sur le territoire, s'il y a des logements libres ou si vous avez de la place. Et big up aux proches que je connais qui le font déjà. Mais Airbnb va le faire à une très très grande échelle puisqu'il travaille voilà, à pouvoir aider 20 000 réfugiés afghans à être logés le temps qu'ils puissent en tout cas ensuite trouver un logement plus pérenne ou se réintégrer. Je vous rappelle que ce qui se passe actuellement en Afghanistan est assez dramatique puisque les talibans ont repris le contrôle du pays et que beaucoup de personnes, notamment des enfants et des femmes, sont en train de fuir en catastrophe le pays avant le 31 août, parce que je vous rappelle que le 31 août, le retrait normalement des troupes américaines sera total et que, eh bien, écoutez, les conditions de vie des femmes et des enfants sous le régime taliban sont extrêmement risquées, hein. Je vous laisse aller lire les centaines d'enquêtes sur leurs conditions de vie et ce qu'ils peuvent subir sous ce régime-là. Mais en tout cas, l'accueil de ces réfugiés est une priorité internationale et qu'il y a différents pays, on va dire, qui réagissent différemment et différents chefs d'État qui réagissent différemment. Je vous laisse aussi juger de leurs actions. Mais en tout cas, gros move de la part de Airbnb, qui est évidemment aujourd'hui la plateforme qui gère le plus de logements dans le monde et qui va mettre en tout cas à disposition 20 000 logements momentanés via sa branche airbnb.org. Donc allez voir un peu ce qu'ils font et vous pouvez aussi voir ce que des associations font en tout cas pour essayer d'aider ces personnes qui sont en train de fuir la guerre et un certain régime. Voilà, en tout cas, pour Airbnb. On continue maintenant avec une autre entreprise qui veut vous aider. Alors attention là-dessus, pareil, je ne sais pas quoi exactement en penser. Microsoft, via Teams, voudrait mettre en place une IA, encore une IA, pour aider les professeurs à distance à noter leurs élèves, enfin à noter, surtout à voir leurs progrès. Microsoft vient de lancer une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Progrès en lecture, un outil pédagogique qui s'appuie sur de l'IA et qui permet d'estimer les performances et les erreurs des élèves lorsqu'ils lisent un texte. Cette nouvelle fonctionnalité, concoctée par Microsoft, voudrait aider les enseignants à évaluer rapidement la fluidité de lecture des élèves au moyen d'enregistrements audio et vidéo. Elle pourrait constituer un outil en ligne pratique pour les professeurs qui dispensent un enseignement à distance en raison de la crise sanitaire. Donc, assez étonnant. Assez étonnant, mais je ne sais pas quoi penser de ça, si c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle là-dessus. Est-ce qu'on peut dire algorithme au lieu de IA, s'il vous plaît? Oui, Baudrouard, je sais que le mot IA est un peu utilisé à toutes les sauces. On va dire algorithme évolutif basé sur du machine learning, en tout cas. En fait, je ne sais pas si dans le chat, il y a des gens qui dispensent ou des gens qui suivent des cours en ligne depuis longtemps, et s'il a notamment des challenges en termes d'appréciation, de notation, d'évaluation, en tout cas de ce que font les gens. Je ne fais que des réunions de travail en ligne, je ne fais pas d'enseignement en ligne. Je ne sais pas si dans le chat, des gens peuvent nous donner un peu des retours là-dessus. Et je ne sais pas si cette nouvelle fonctionnalité là-dessus de Microsoft Teams pourrait être une bonne nouvelle pour, en tout cas, aider à juger des progrès des élèves, notamment sur de la lecture et de l'écriture. Meroska dans le chat qui dit je suis professeur et il y a clairement un challenge d'évaluation. Ah, très bien. Merci Anisakis pour le lien. Pour le lien. D'accord, intéressant. Meroska, si tu peux nous détailler un peu plus ton avis et ton ressenti là-dessus, évidemment, on est très preneur parce que moi je ne m'y connais pas du tout. Donc Meroska qui nous dit en fait il y a un vrai problème, un suivi notamment d'assiduité. Ah ouais, alors ça je peux te dire que
l'assiduité, c'est pas que les élèves, hein. Pour les gens qui font des réunions en ligne, vous les connaissez, les gens qui sont mutes et les caméras éteintes pendant toute la réunion. On vous voit, hein, c'est un peu les gens qui sont au fond de la classe, hein, on les voit. Weldel qui dit: «J'enseigne en ligne, mais je refuse d'évaluer». D'accord, intéressant. Intéressant, intéressant, intéressant. Je sais pas s'il y a d'autres retours avant qu'on passe à autre chose, mais je trouve ça vraiment intéressant, en tout cas, ce que propose Microsoft. Encore une fois, quand je dis intéressant, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Mais ça m'intéresse parce que ça me montre des volets de la vie à distance qu'on a depuis maintenant 1 an et demi, qu'on ne soupçonne pas tous et pas toutes. Et des fois, je trouve ça intéressant de voir ce qui se passe, et ben, notamment dans l'enseignement à distance et en ligne. Je ne sais pas exactement comment les professeurs comme les élèves le vivent au jour le jour, à part quelques retours notamment. Je demandais à mon neveu et à ma nièce comment ça se passait, et ils me disaient que globalement, effectivement, ils avaient du mal à rester assidus pendant de longues sessions là-dessus. Bianca qui dit: «Je vais aller jeter un œil sur cette techno». Orson Welles qui dit: «Perso, je suis en cours et j'ai muté pour suivre la revue de presse». Orson Welles, attention! Merci de me faire des vues, mais officiellement, je dois te dire: suis tes cours. Suis tes cours. Meroska dit: «Ils le vivent mal, les élèves». D'accord. Akrani qui dit: «J'ai eu beaucoup de cours en ligne personnellement, mais les examens sont en présentiel, donc pas si simple de savoir». Très bien. L'enseignement doit être prof de l'élève, j'ai pas bien compris. Je suis en études Nitomache, mais on est quasi à full licence depuis 1 an, c'est vraiment galère de rester focus, je préfère le présentiel le plus possible. Très bien. Très bien. Weldel qui, en vrai, mes étudiants ont trop de mal. Très bien. Ah, Orson Welles qui bluffait. Le prof, nous dit Veos, il doit faire un one-man show pour capter l'attention des gens. Les cours à distance, nous dit Monadic, c'est une horreur pour les élèves et les profs. J'ai un prof qui a abandonné son cours quasiment parce qu'il était trop mal comme ça. Très bien. J'aime bien la veste, tu l'as acheté où? Hors sujet, Courban. Je peux pas te le dire. Mais bon. Très intéressant en tout cas d'avoir vos retours. Et quand je vois comment des personnes ont eu du mal à travailler en télétravail à 100%, je me disais pour les cours, ça devait être vraiment... Voilà. Dart T42, ma mère, elle est prof, elle est devenue une pro de BS en tout cas, avec du multicam et tout ça. Waouh! Imagine, tu es en train de dire, alors tout de suite, ouvrez vos livres, page 22, on va attaquer le 3e chapitre sur la décolonisation. Oh, merci pour le sub! Imagine, ce serait drôle d'avoir des profs streamers. Pensez à mettre un cœur violet et à vous abonner à ma chaîne, comme ça, dès que je lance les cours, vous avez une notification. Hein, voilà. Bon, on termine là-dessus. On va rester maintenant chez Microsoft, mais du coup, on a beaucoup parlé de Microsoft sur beaucoup de versants. On va quitter Panos Panay, on va quitter Ignite, on va quitter la cybersécurité, on va quitter Teams. On va parler maintenant des choses qui nous intéressent, une console de jeu. Et évidemment, hier, c'était toujours la Gamescom, et nous avons eu droit à des news sur Halo Infinite, et bien sûr, accompagnera Halo Infinite la console collector de Halo Infinite, qui, ma foi, pareil, je veux bien que vous mettiez une note dans le chat. Je la trouve plutôt jolie, puisque c'est une Xbox Series X qui ressemble à un petit monolithe avec des gravures légèrement dorées, et un ventilateur qui passe du vert à un bleu azur du plus bel effet, et une manette que je trouve particulièrement saillante. Mais encore une fois, Microsoft, enfin Xbox, on peut les critiquer sur plein de choses. Dans le game des manettes et des séries limitées de manettes, ils se posent là. Bon, alors attendez, on va un peu accélérer parce qu'ils sont en train de faire couler du sang pour activer la Stargate là. Est-ce qu'on peut voir la console, s'il vous plaît? Regardez-moi cette console avec des petites paillettes. Oh, franchement, avouez qu'elle est belle. Et j'envoie un petit message discret à Microsoft. Si on pouvait aller... Mettez-moi une note. Moi, franchement, je lui mets un petit 5 sur 5. Si on pouvait aller au bout du game et que Microsoft puisse nous livrer un frigo Xbox Series X aux couleurs de Halo Infinite, là, je vous avoue, je serais refait. Mais très belle manette, très belle console. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini puisque Microsoft a également montré une manette Xbox Elite 2, qui, je vous le rappelle, est la meilleure manette du monde.
Bon, elle vaut 200 €, mais c'est la meilleure manette du monde. Mais bon, encore une fois, si vous pouvez vous payer un vélo Vuitton, vous pouvez vous payer une manette Elite 2. Une manette Elite 2 aux couleurs du Master Chief, évidemment. Le légendaire, si on m'avait dit un jour que le vert kaki et le cuivré brillant iraient bien ensemble, je n'y aurais pas cru, mais j'y crois. Alors j'ai cru comprendre que dans le chat, les gens sont plus partagés. Moi, je la trouve magnifique, cette manette, cette Elite 2. Mais je vous dirai après, j'ai un petit historique avec les manettes Halo. J'en ai quand même un bon petit paquet. Donc des bisous évidemment à Pentaru, l'homme qui possède 40 manettes Xbox. Mais vous voyez, cette manette, évidemment, aux couleurs du Master Chief, avec les petites traces d'usure, moi, je la trouve vraiment très sexy et je la mets vraiment assez haut dans mon top tier des manettes Xbox. Pour moi, la plus belle manette Xbox aujourd'hui à jour reste la manette, je trouve, Sea of Thieves, qui est vraiment la plus belle manette série limitée Xbox, qui est vraiment magnifique. Mais celle-là, encore une fois, si vous aimez le côté rétro-futuriste SF, très Master Chief en fait, un peu cubique, elle se pose là. Et je vous en parle parce que j'en ai eu plusieurs des manettes Xbox, et que ce soit les manettes Xbox, les manettes Xbox 360 ou les manettes Xbox One, on peut se replonger dans les manettes Halo. Mais je vous rappelle qu'il y a eu cette manette, ça c'était pour Halo 5 Guardians, qui était en 2 couleurs, qui était comme ça, et qui était aussi, si je ne m'abuse, comme cela, voilà, et qui était toujours avec le vert et le chromé. Et moi j'ai eu également la manette 360. Alors j'ai eu celle-là qui, je pense, est la manette la plus laide de l'histoire. On dirait, vous savez, les mecs qui repeignent les devantures de pizzeria quand le mec il ferme son rideau en fer et qui dit bon, me taguez pas les mecs et allez-y avec l'aérographe. Elle est de mauvaise qualité. Ça, on est d'accord, elle est vraiment très laide. Mais l'autre manette de 360 Halo, qui avait celle-ci donc en côté gris, mais je vais la retrouver. Il y avait la même en côté. Je l'ai plus. Voilà. Et là, ma 360 verte. Il n'y en avait pas? Ah non, il y a celle-ci, la transparente. Waouh, ça c'est la manette de la Xbox première du nom en vert translucide. Le contrôleur compact. Ah voilà. Et la manette Halo, encore une fois, vert kaki de la Xbox 360. Il y a quand même un petit pédigré des manettes Halo, voilà, pour les collectionneurs et les collectionneuses. Mais on va pas se mentir, pour rester dans le colorway du Master Chief, parce qu'après il y a eu des manettes grises et d'autres manettes notamment, je trouve que la manette Xbox One jusqu'alors était vraiment très belle, et que le contrôleur Elite là actuel est vraiment très stylé. Voilà, en tout cas. On a passé beaucoup trop de temps sur les manettes, mais peut-être que j'ai un petit kink manette de jeu. Mais encore une fois, c'est mon seul kink. Donc ça va, j'en ai pas d'autres. Voilà en tout cas pour les news du côté de Microsoft. On a vraiment terminé avec eux, ils étaient un peu partout. On termine avec 2 dernières news de contenu. La première, Netflix qui lance sa conférence, et sa conférence s'appelle Touloum, que je trouve vraiment très drôle. Dans un mois, nous aurons un show de 3 heures. 3 heures. Autour des nouveautés de Netflix avec toutes leurs nouvelles séries. Et Netflix s'est dit, attendez, tout le monde fait son salon virtuel, pourquoi on ne ferait pas notre salon virtuel? Donc rendez-vous dans un mois, peut-être on couvrira, alors peut-être pas les 3 heures, mais il y aura quand même peut-être beaucoup d'annonces, et j'imagine qu'il n'y aura pas que des annonces de nouvelles séries télé autour de Netflix. Et il y aura beaucoup de stars, hein, si je ne m'abuse, si j'ai vu... voilà, on a un petit peu le programme hein, quand même, hein, donc il y a beaucoup de contenu, mais je me demande si Netflix ne va pas aussi présenter des nouveautés là-dessus, parce que je vous rappelle que Netflix est attendu au tournant du cloud gaming notamment et de l'édition de jeux vidéo, à voir s'ils vont faire ça, mais donc grosse conférence. Zaki45 qui nous dit que pour Disney+, il y aura une conférence en novembre. Très bien, merci beaucoup pour la précision Zaki45, c'était passé sous mon radar. En tout cas, on verra ce que ça vaut. Je vois que certains dans le chat sont impatients de voir des images de Cowboy Bebop. Allez, on passe à la suite. On termine avec, regardez-moi ce produit. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une enceinte Bluetooth? Attends, je vais recharger la page parce que normalement il n'est pas comme ça. Il veut pas se montrer. Ok, le site est cassé. Très bien, c'est pas grave, on va aller sur un autre site. Attention. Alors, ce petit galet qui ressemble à un anti-stress ou un jeu électronique des années 80, eh bien, c'est le nouvel album de Kanye West.
Ah, bonjour les Cagnetos et les Cagnetas dans le chat. Le fameux album Donda, du nom de la maman de Kanye West, qui a été joué dans un stade à Atlanta, si je ne m'abuse, et qui depuis est en retard, puisque Kanye West passe beaucoup trop de temps à se trasher avec Drake sur les réseaux sociaux. En tout cas, plus intéressant, et d'un point de vue technologique, pourquoi je vous montre ce galet, qui est l'album de Kanye West, c'est très intéressant, puisque il a taffé avec une entreprise qui s'appelle Kano pour sortir, voilà, ah, ça tourne, ce galet, qui va vous permettre de remixer en live l'album de Kanye West qui est dans ce galet. Donc, intéressant, puisque ça repose sur la technologie STEM. Alors, je vous en parle assez vite du format STEM. Si vous ne connaissez pas le format STEM, peut-être que certains d'entre vous le connaissent dans le chat, c'est un format qui a été lancé et qui a été promu par Native Instruments. Donc Native Instruments est une entreprise allemande qui est très très connue dans le milieu de la musique. Et pour les gens qui connaissent, ceux qui font Traktor, ceux qui font Machine, ceux qui font Complete, bref, beaucoup d'appareils et beaucoup de software autour de la musique. Donc voilà, très connu. Et il y a quelques années, ils ont essayé de lancer, mais ça a été un peu un bide, le format STEM. Et c'est un format qui était très intéressant pour les DJ et les producteurs et les productrices, puisque justement, littéralement, STEMS, quand vous achetez le format STEMS, dans votre format, encapsulé dans votre format, un peu comme certains formats vidéo, vous avez plusieurs fichiers. Et donc là, vous aviez tous les éléments d'une chanson. Et notamment, si je ne m'abuse, à la base des stems, c'était 4 couches de musique. Vous aviez la voix, vous aviez les basses, vous aviez les percussions et vous aviez la mélodie. Un truc comme ça, globalement. Et donc, ça vous permettait en tant que DJ de littéralement tout couper sauf la voix, d'avoir une a cappella, de couper la voix et pas le reste et d'avoir une instru, de couper que les basses, etc. et de jouer encore plus précisément en live des morceaux et de les faire. Donc le format était super intéressant parce que vous avez un fichier STEM et dans ce fichier étaient packagés, synchronisés 4 fichiers avec les différentes couches, on va dire, d'une chanson. Et ça avait été lancé par Native Instruments il y a quelques années, puisque j'ai un petit kink DJ, mais je vous rappelle, j'ai pas beaucoup de kink. Et c'était très prometteur parce qu'on espérait que. Évidemment, derrière la technologie STEM, il y avait surtout un autre problème, un peu comme les voitures autonomes. Des fois, la technologie, ça va vite, mais ce qui va plus lentement, c'est l'adoption du grand public. Et le grand public n'a pas vraiment adopté en masse les stems, et surtout, le milieu des artistes n'a pas adopté en masse les stems, parce que le milieu de la musique était encore traumatisé par le piratage, et les gens avaient peur que les gens puissent évidemment dépioter un fichier stem, ce qui est plutôt facile, et ne récupérer que les vocaux pour ensuite faire des remixes, des trucs à droite à gauche, des trucs qui ne sont pas sous leur contrôle. Donc pour plein de raisons, le fichier STEM, merci pour la petite emote kink Wax Ladrian. Ouais, on a un petit emote kink dans le chat. Le format STEM n'a jamais vraiment décollé comme Native Instruments et d'autres personnes l'auraient voulu. Et moi, je le regrette parce que je trouve ça vraiment génial, en tout cas là-dessus. Mais donc, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai un peu lâché ce milieu de la musique il y a quelques années. Et je vois qu'on a un STEM player, littéralement, qui réapparaît. Et donc, on aurait dans un appareil l'album de Kanye West, toutes les chansons de Kanye West découpées en différentes couches, on va dire, de contenu, et qu'on va pouvoir remixer en direct avec peut-être d'autres contenus. Et je trouve ça super, super intéressant, encore une fois, au-delà du personnage de Kanye West qu'on adore ou qu'on déteste. Mais je trouve ça vraiment super intéressant de vous dire que on vous donne une manière d'être créatif avec un album de musique directement. Et vraiment, je trouve ça très cool. Je ne sais pas ce que vous en pensez de l'artiste ou de l'album. Je ne sais pas ce que vaut Donda comme album, mais je trouve ça très cool qu'un artiste livre son album en disant, en plus, maintenant, amusez-vous avec, hackez-le, modifiez-le, remixez-le, etc., etc. Je trouve ça, moi, personnellement, très cool. Après, effectivement, vraiment, ça ressemble à rien, quoi. On dirait un savon de Marseille électronique, quoi. C'est un peu... Puis un savon de Marseille, vous savez, un peu vieux. Voilà, vraiment, c'est pas très jojo, mais, mais encore une fois, allez vous renseigner parce que je trouve que l'initiative est très, très, très intéressante et pourquoi pas un jour, on aura un album de Mariah Carey en STEM. Hein, voilà, pour les fans de Mariah Carey, Pouillot, si tu m'écoutes, des bisous à toi. Vrai, ça va. Vrai. En tout cas, c'est sur ce joli, enfin non, cet affreux galet très intéressant que se termine cette quotidienne du 26 août 2020. On est bien le 26 août, la régie, ou pas? Oui, on est le 26 août. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. Des bisous surtout à certaines personnes dans le chat qui sont encore en train de s'échauder sur l'Afghanistan, tout ça.
restons civils, restons calmes. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous allez voir les replays, que vous mettez des pouces bleus dans les replays, que vous abonnez aussi à la chaîne YouTube et que vous faites tourner le mot aux copains et aux copines sur le fait qu'on vous concocte l'intégrale le soir et on vous concocte une émission spéciale de 15 minutes pour densifier tout cela à l'essentiel de l'actu tech. Merci en tout cas d'être toujours en très grande majorité très cool, très présent, très actif dans le chat. Merci aussi spécialement aux personnes qui m'apportent plus d'infos et aux personnes qui partagent aussi leur expérience, notamment là sur la partie enseignement à distance. C'était vraiment, vraiment super cool. Je vous fais évidemment des gros bisous. Je vous laisse avec plein d'autres très bons streamers et streameuses. On reprendra les raids de streamers et de streameuses dans quelques jours, le temps de bien mettre en place notre routine. On se retrouve du coup ce soir pour les replays en fin de journée et évidemment demain à 11h pour une quotidienne. Très très gros bisous à tous et à tous. Et encore une fois, merci Karl, merci Diana et merci Elisa pour tout faire derrière cette caméra. Ciao.